En fait, c'est des choses qui sont là aujourd'hui, soit tu les acceptes, t'en tires profit, soit tu les refuses et bah tant pis pour toi quoi. Vouloir juste refuser ce qui se passe en disant bah non je vais pas changer parce que c'est comme ça, j'ai pas envie de changer, en fait c'est juste être con. Moi j'ai commencé l'entrepreneuriat aussi à 17 ans, toi du coup à 16. Oh, je commence à 12-13 ans. En fait, quelqu'un qui part de zéro et qui sort de ChatGPT, il aura toujours un résultat pourri parce que comme tu dis, c'est un catalyseur et 0 fois 1000, ça fait 0. Je veux construire un empire à plusieurs milliards, j'aurais pas le choix que de passer par différentes phases justement où je devrais prendre plus de risques. Des gens, notamment sur les réseaux sociaux, qui se vantent un peu d'avoir un travail où ils font pas grand chose. Ça a été théorisé, tu vois, par un livre qui s'appelle Les Bullshit Jobs. T'es rémunéré par rapport à ce que tu résous, pas par rapport au temps de travail. La méritocratie c'est du bullshit, si jamais on était vraiment dans une méritocratie, bah ce serait du communisme en fait. Salut à toi, c'est Valentin et avant de commencer ce podcast, je voulais te dire qu'à chaque épisode comme celui-ci où il y aura des invités, eh bien je leur demanderai de recommander une IA et un livre qui les a inspirés. Pour que tu puisses tous les retrouver avec les liens, j'ai créé une fiche qui sera mise à jour à chaque épisode et tu peux la récupérer avec le premier lien en description. Alors n'hésite pas à la récupérer et je te souhaite une bonne écoute de ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Entrepreneuriat. Un podcast où on va parler business en ligne, on va parler entrepreneuriat et on va parler intelligence artificielle, comment lancer son business grâce à l'IA, comment booster son business grâce à l'IA. Et pour ça, dans certains épisodes comme celui-ci, je vais être accompagné d'invités. Et pour ce premier épisode, eh bien, j'ai choisi d'inviter Théo Leblanc. Théo, est-ce que tu pourrais te présenter à mon audience qui ne te connaîtrait peut-être pas encore ? Déjà merci pour l'invitation. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Théo Leblanc, comme tu l'as dit. Je suis un créateur de contenu et entrepreneur qui est d'aujourd'hui 17 ans. Donc, je crée du contenu sur l'IA en général, sur LinkedIn, bientôt sur YouTube et en vidéo. Donc, peut-être qu'au moment où le podcast sortira, ce sera déjà le sur cas. YouTube. C'est ça. Donc, j'ai pour mission de rendre l'IA accessible à tous à travers mes contenus, également à travers mon projet principal finalement sur les prochaines années, qui est Fria. Donc, l'objectif de créer la plus grande communauté francophone sur l'IA pour rendre l'IA accessible à tous, à travers un espace où les gens peuvent interagir, s'entraider, mais également différentes features assez sympas, comme tester Midjourney gratuitement, avoir des news personnalisées, etc. D'accord, et tout ça, Fria, ça se passe pour l'instant sur Discord. Exactement, pour l'instant la communauté est sur Discord. L'ambition sur du moyen terme, c'est d'en faire une application pour se casser le plus de barrières possible, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas trop envie d'aller sur Discord, malheureusement. Il y a un petit peu encore un petit frein au niveau de... Bah, je sais que c'est Midjourney par exemple. Midjourney, pour Ouais. qui savent pas, c'est une IA qui permet de générer des images sur Discord. Et ils disaient qu'ils avaient environ 20 à 30% quand même des gens qui perdaient, du coup qui ne comprenaient pas forcément. Encore plus, je pense. Pour ça, ils sont en train de créer un site internet. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire un site internet que j'ai pu tester d'ailleurs. J'ai pu tester un petit peu ces derniers mois. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de SaaS, qu'on voit de plus en plus de projets quand même qui se lancent sur Discord parce que d'un côté, les barrières à l'entrée sont quand même pas mal parce qu'une application en soi, tu vois, ça va te coûter peut-être des dizaines voire Cher. centaines de milliers d'euros à faire. Moins Donc, quand même. moins, bah, ça dépend de l'application Oui, après, mais ça ça dépend de dépend des l'application. features. Mais c'est sûr que Discord, je pense que c'est un bon choix pour commencer. Un Discord, c'est excellent en fait en termes d'UI, etc., en termes de communauté. C'est qu'on a l'habitude de ce type de plateforme pour les communautés, donc comme Slack, comme ce genre de choses, sauf que Discord en termes d'UI, c'est quand même bien mieux que ses concurrents. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont une mauvaise image. On en parlait en off tout à l'heure, justement, entre deux outils. Un investit plus sur le marketing, un autre plus sur la R&D. Discord, c'est plus sur la R&D et sur l'UI, mais moins sur le marketing. Ils ont toujours une image de geek. C'est un petit peu ça, même si je pense que depuis le Covid, depuis 2020, il y a quand même, enfin quand il y a eu les, d'ailleurs, on va censurer le mot de la maladie qu'on ne peut pas prononcer, mais mais voilà, depuis 2020, il y a de plus en plus, je pense, de gens qui utilisent Discord pour, bah, déjà pour les cours, il y a eu pas mal de gens qui l'ont utilisé, Ouais. même si bon, maintenant il y a des établissements qui l'interdisent, mais ouais, c'est vrai que pour une communauté, en fait, tout ce qui va tourner autour des SaaS ou des communautés, bah, derrière. Pour vendre soit des abonnements, des formations ou quoi, c'est aussi, bah, ça permet de très bien fidéliser l'audience, ça permet aussi de créer une communauté engagée, une communauté forte, et non, franchement, c'est intéressant. Un exemple là-dessus, justement, les personnes avec qui je bosse là-dessus et qui sont très très forts, enfin, c'est des amis, enfin, c'est un ami, Mm. Jules Palatin, du coup, qui gère Netcord. Le Netcord, d'accord. Ça. Netcord, c'est une agence en gros qui crée et qui gère ton serveur Discord. Sauf qu'en termes de clients, c'est quand même du lourd. On regarde, Oui. aujourd'hui, je pense que c'est les meilleurs mondiaux, un truc comme ça. C'est la SACEM qui a fait une étude de marché pour trouver les meilleurs et ils sont apparus largement devant tous les autres. Et c'est assez impressionnant de voir ce qu'on peut faire. Ils ont réussi à fidéliser quand même 40 000 personnes derrière le GP Explorer avec 45% de taux d'activation et d'engagement. Ce qui est assez énorme. C'est démesuré, Oui, 45%. Si t'as pas ça sur LinkedIn, sur Insta. 45%, c'est- ça n'a aucun sens, 45%. C'est super puissant en vrai. Et justement, c'est intéressant que tu parles de Netcord, puisque justement, les agences autour de Discord sont en train de se développer, Ouais. ou même les freelances, tu vois. Bah, tiens, d'ailleurs, autre exemple, là, en ce moment, il y a un entrepreneur que j'accompagne un peu pour lancer ses services de prestation de serveur Discord. Donc, il fait du community management un petit peu comme Netcord. Ok. Mais lui, du coup, bah, il fait ça vraiment en mode solopreneur.
Donc il est en train de lancer son activité. Pour ceux qui regardent le podcast, ils le connaisseraient, c'est André, donc, qui a appelé Disco Media. Je fais un petit SO dans cette vidéo. Mais c'est vrai qu'on voit le nombre d'agences qui est en train de se développer, et que ce soit Netcore, du coup, qui sont leaders, mais qui sont quand même aussi assez chers, qui sont pas forcément accessibles pour un infopreneur qui voudrait se lancer à créer une audience par rapport à peut-être une liste email, où ta liste email, tu vas payer, je sais pas, 10, 20, 30, 50 euros, tu vois, par mois. Ou le community management d'un serveur Discord, je connais pas les prix de Netcore, mais je pense qu'on est plus sur du 4 chiffres par mois. Oui, c'est ça, bah, c'est normal, c'est en termes d'investissement, etc. Mais, Ouais, bien sûr. bien sûr, mais aujourd'hui, on voit vraiment un énorme changement, un changement de paradigme où Ouais. la communauté devient plus importante finalement que les leaders. Et c'est la communauté qui crée vraiment ce qui se passe derrière le projet. C'est la communauté qui crée les événements, c'est la communauté qui engage, qui va créer différentes choses finalement. Et c'est ça qu'on voit, c'est ça qui change. C'est Thibault Louis qui en parlait récemment, justement, où pour la première fois, c'est là où il s'est rendu compte qu'il a créé une vraie communauté avec les punks du web, Ouais. où un dîner s'est organisé à Dubaï sans qu'il ait rien eu à faire, il n'était pas présent, c'est uniquement des membres de la communauté qui organisaient ça entre eux. Et Ouais, c'est ça le vrai pouvoir super des puissant, communautés. hein. C'est super puissant. Ouais, rassembler des gens, et en fait, c'est ça aussi qui est intéressant avec Discord, par exemple, peut-être Instagram ou ces autres réseaux, Ouais, c'est que, ou même LinkedIn, tu vois, en fait, c'est toujours une communication qui est en fait le créateur et qui communique avec l'audience. c'est Enfin, ça. je fais au-dessus en dessous, c'est pas forcément une C'est relation une de. Voilà. communication Mais verticale. voilà, alors c'est vertical, c'est pour illustrer que c'est vertical. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant avec que ce soit Discord ou même Telegram, si les canaux sont ouverts aux discussions, même si là aussi, faut savoir modérer, c'est justement que en fait, la communauté peut interagir entre elles, en plus C'est des ça. créateurs. Et ouais, c'est un concept qui est intéressant. Pour le coup, c'est pas un créneau que je pense exploiter moi pour l'instant, parce que je suis en train de développer ma com sur Insta, sur YouTube avec ce podcast, sur les plateformes de streaming. Et puis c'est peut-être aussi bientôt sur LinkedIn, donc on peut pas être partout en même temps. Normal. Mais c'est vrai que toi, du coup, ce que tu fais, c'est assez intéressant de ce choix d'avoir LinkedIn. Derrière, depuis LinkedIn, je suppose que les gens ils s'inscrivent à ta liste email. Tu dois avoir une liste email, Ouais. ou directement en La Discord. newsletter Free. Et newsletter IA où tu leur partages des actualités, des infos. Et en fait, oui, c'est un petit peu un autre mode de fonctionnement, mais ça permet aussi de créer une communauté vraiment forte et soudée, en fait. C'est assez puissant. Bah, le process derrière Fria, c'est de créer tout un écosystème où Mm. finalement, tout au-dessus, tu as toutes les plateformes de contenu organique pour toucher de nouvelles personnes. Donc LinkedIn, on en a parlé, Ouais, bien bientôt sûr. YouTube, les vidéos courtes, les différentes choses comme ça. Ensuite, tu as un deuxième niveau où les personnes vont vraiment se former sur l'IA, aller plus loin. Et c'est là où du coup, je vais gagner leur confiance avec la newsletter, où Mm. je rentre dans le détail, avec le podcast Fria dont je parle pas trop, avec ce genre de choses. Et tout en bas, ensuite, tu as la communauté vraiment Fria, donc le serveur Discord, même si c'est aujourd'hui mon appel à l'action principale, le serveur Discord qui va rassembler le plus de monde, qui va vraiment être le cœur du projet, et également la formation entrepreneur à augmenter, qui permet aux gens Ok. d'aller encore plus loin pour vraiment servir de l'IA dans leur business. Et Ok. le but, c'est de créer un réel écosystème autour de l'IA, autour de Fria, pour que les gens puissent s'identifier, participer, créer des événements, créer différentes choses qui rentrent dans Mm. cet écosystème au-delà de Discord ou au-delà des contenus courts, ou au-delà Ok. des contenus organiques en général. C'est vrai que ce qu'on voit, c'est assez intéressant, c'est la construction aujourd'hui d'écosystèmes. En fait, les personnes qui montent, j'ai l'impression, les plus les plus gros business dans leur thématique, c'est des gens justement qui construisent tout un écosystème en fait autour. Souvent, donc ça commence par une plateforme quoi, pour quand même se faire connaître. Donc toi, ça a été LinkedIn. Moi, à la base, c'était plus Instagram, même si voilà, j'ai essayé de me diversifier aussi. Après un moment, voilà, tu commences à tester un petit peu plusieurs plateformes. Donc comme toi, tu disais avec YouTube. Et après, derrière, tu te rends compte aussi que cette audience, c'est bien, elle te suit sur les réseaux, mais elle va pas forcément, comment dire, être ultra engagée. Elle va juste, voilà, surtout sur TikTok par exemple, où voilà, les gens vont juste scroller, voir de temps en temps tes vidéos. Il n'y a pas forcément de story ou de choses comme ça. Et ce qui est intéressant, du coup, avec ensuite de la newsletter, du podcast, ou eh bien même une communauté Discord où tu peux faire des lives aussi ou des choses comme ça, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir vraiment permettre de plus exprimer tes idées que simplement dans un format court ou dans un post LinkedIn où tu vas écrire quelques lignes. Tu vas pouvoir faire passer peut-être une idée ou une partie de ton idée. Là où dans un podcast de 10 minutes, un podcast de 20 minutes ou un podcast d'une heure, même pour plusieurs idées, tu vas pouvoir vraiment plus, comment dire, oui, faire passer plus de messages et mieux faire comprendre aussi tes valeurs, tes ambitions, tes objectifs, ce que tu peux pas forcément faire sur du format court. C'est ça, le problème des réseaux courts aujourd'hui, c'est que tu dois capter l'attention en un dixième de seconde, enfin en quelques secondes, et que si c'est pas le cas, et si d'ailleurs ta vidéo n'est pas avec plein d'effets partout, etc., qui rendent addict finalement les consommateurs, ta vidéo sera pas montrée, donc tu seras pas montré, et donc tu peux pas alimenter ton business, tu peux pas derrière t'en servir pour construire quelque chose. L'intérêt des plateformes plus longues, où justement tu vas construire une audience sur du plus long terme, c'est plus dur, mais c'est là où vraiment tu peux rentrer dans le détail, expliquer tes idées, expliquer ce que tu fais, expliquer comment, etc., expliquer la méthode, ce que tu pourrais pas faire sur du contenu court, parce que tu as tous les addicts
qui scrollent et qui en ont rien à faire. Ouais, après aussi, dans un autre sens, les personnes qui vont peut-être consommer que du contenu court et pas forcément te suivre plus loin, ça va pas forcément être les personnes qui vont être le plus intéressées par ton contenu, qui vont peut-être, enfin, dans un sens où ils vont te suivre peut-être pour le contenu, pour les actus, tout ça, mais genre, ils vont pas être là à dire, ok, lui, il peut me permettre de changer mon business, de changer ma vie, par exemple avec un coaching, avec une formation ou quelque chose en fait qui va vraiment apporter beaucoup, beaucoup de valeur et qui va en fait transformer le business de la personne, tu vois. Si je prends par exemple quelqu'un, un entrepreneur, tu vois, qui, je sais pas, qui s'intéresse un petit peu à l'IA, parce que voilà, il trouve que c'est intéressant, il va peut-être te suivre sur les réseaux. Et en fait, s'il va pas derrière se dire, ok, vraiment là, c'est le moment, il faut que j'investisse dans l'IA, il faut que je me mette dedans. Ah, mais au-delà de ces personnes-là, le but c'est aussi de permettre à toutes les personnes qui n'ont pas forcément envie de s'investir, ou voilà, ou c'est pas au-delà de leur business, mais juste même de l'éducation. Je vois autour de moi, j'ai beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup de personnes qui ne peuvent même pas forcément faire du contenu éducatif parce que c'est pas ce qui fonctionne. Ouais, J'ai un ami, Mister Dreamax, qui carrément maintenant fait du coaching sur comment faire du contenu éducatif qui est quand même viral, tellement ça devient dur et tellement c'est contre-intuitif aujourd'hui sur les plateformes. On est obligé de faire du divertissement, obligé de faire des conneries pour être viral. Alors regarde l'exemple de Thibaut InShape. Thibaut InShape qui aujourd'hui fait une croissance phénoménale, est en train de tout détruire, de faire plusieurs centaines de millions de vues par mois parce qu'il copie les shorts américains et bref, c'est pas le sujet, mais c'est que du divertissement. Alors que il a aussi pour ambition, etc. Enfin, il en parle notamment dans une interview chez les amis du Crayon, de Crayon le média, où il a envie quand même d'aller plus loin, de pouvoir transmettre des valeurs, transmettre des choses, sauf que sur du contenu court, tu peux pas. Et c'est là où, même pour faire des vues, pour grossir, tu es obligé de faire du divertissement. Tu peux pas incarner ta personne et ça peut derrière même nuire à ton image. Là, je prends autre exemple, celui d'Oussama Hamar, où bah forcément, on va en parler parce que il a eu un énorme bad buzz. Où finalement, c'était des contenus longs qui sont vraiment qui rentrent dans le détail, où il explique sa pensée, qui sont intéressants, qui ont été récupérés pour en faire des extraits courts, qui du coup sont sortis de leur contexte, qui peuvent être pertinents, mais qui sont souvent beaucoup moins, et qui ont été utilisés à charge ou au contraire pour soutenir, mais souvent qui déforment l'image. Et c'est le problème des contenus courts, c'est mm, que ça déforme la personne. Déjà que les contenus longs, on incarne un rôle, mais les contenus courts, ça prend une partie de ce rôle pour en montrer uniquement la facette qu'on veut voir. exactement. Ouais, je pense, bah, même si tu vois, c'est la même chose avec Andrew Tate, c'était en 2022 quand il a explosé sur tous les réseaux, où bah, en fait, il faisait plusieurs types de contenus. Il y avait des contenus en fait qui étaient plus inspirationnels, motivants. Il y avait des contenus où il allait plus clasher, où il allait plus être vraiment dans le rentre-dedans et dire des fois des choses voilà, que je cautionne pas et qui peuvent être misogynes, des propos sur la dépression que je cautionne pas du tout. Mais d'un autre côté, il y a une partie de son message où il va dire voilà, il faut vous dépasser, il faut aussi agir vite, aller vite dans votre business et pas être là à traîner à dire ah oui, est-ce que je me lance la semaine prochaine, le mois prochain, et puis le mois prochain t'as rien fait donc ce sera l'année prochaine, tu vois. Et vraiment, non, aller vite et agir, ça par exemple, c'est le genre de message en Tate que je valide à 100%. Mais quand il vient dire des propos voilà, qui vont plus être misogynes ou des propos sur la dépression, là, tu vois, c'est des trucs où j'ai plus de mal. Et encore une fois, ça dépend aussi de l'algo parce que je crois que c'est Yomi qui disait ça dans un podcast. En fait, l'algo va te montrer un petit peu les contenus qui vont te faire réagir. Et lui, en fait, il disait qu'il avait des contenus plutôt motivants d'Andrew Tate et que sa meuf avait plus des contenus misogynes. Et du coup, sa meuf détestait Andrew Tate et que lui, il adorait Andrew Tate. Et en fait, au final, le problème, c'est comme tu dis, c'est de prendre une partie seulement d'un short, enfin d'un short déjà d'une vidéo longue, puisque même dans ce podcast, on ne pourra pas passer toutes nos idées, on ne pourra pas forcément Bien transmettre toute nos sûr. visions, etc. Et, euh, d'un autre côté, en une heure, c'est compliqué aussi, tu vois, de forcément découvrir quelqu'un à 100%. Mais dans un short de 20 secondes, c'est tellement Impossible. compliqué. C'est impossible. Mais ça me fait penser justement, tu parlais de, on voit ce qu'on finalement on veut voir, même si on ne s'en rend pas compte. Le vrai problème aujourd'hui, on critique énormément les médias, on critique énormément toutes les sources d'informations qui sont très négatives, qui transmettent uniquement voilà, des sentiments négatifs, etc. Sauf que c'est ce qui fait réagir. Le vrai problème, c'est pas les médias, c'est les consommateurs qui réagissent beaucoup Exactement. plus à du contenu négatif. Le vrai problème de ceux qui se plaignent de ça, c'est finalement ces personnes, ces mêmes personnes qui se plaignent parce que ce qu'elles aiment consommer, ce sur quoi elles passent du temps, c'est du contenu négatif. Et elles ne Ouais, retiennent que ça, elles retiennent pas le contenu positif parce qu'il fonctionne moins bien mm, et que c'est pas ce qu'on a envie de voir. bien sûr. Et en plus, je pense que ça touche aussi. Bah, en fait, c'est l'inconscient, tu vois. Mais c'est vrai que, en fait, moi, tu vois, j'ai remarqué, hein, mes reels qui ont tendance à mieux marcher, c'est les reels où la première phrase, elle est soit clivante, soit elle parle de sujets Normal. qui, en fait, vont, comment dire, pouvoir porter, voilà, au débat ou des choses comme ça. Par exemple, bah, il y a un reels, tu vois, récemment qui a fait quand même presque 20 000 vues, tu vois, alors que j'ai pas non plus une très grosse audience, où, bah, dans le hook, ça parlait d'OF, tu vois, donc forcément, bah, les gens regardent, bah, Bref, même il y a, OnlyFans. voilà. Et il y a 2 jours, tu vois, j'ai posté un Reels où ça parlait de Tinder, tu vois, et de comment il y avoir peut-être des IA qui allaient se développer pour répondre aux messages Tinder à la place des gens et tout ça. Et ça aussi, tu vois, c'est un Reels qui a marché, je crois, j'ai regardé ce matin 7 fois mieux, tu vois, que les autres, enfin que ce que j'avais posté Ok. juste avant.
Après aussi, des fois, je fais du contenu React, tu vois, où je réagis un peu à des vidéos. Et j'ai remarqué, tu vois, par exemple, que je faisais des réactions où je réagissais à Idriss Aberkan, tu vois, parce que des fois, dans des conférences, il dit des choses qui sont pas tout à fait justes, tu vois, même parfois totalement fausses. Ce qui est Alors, normal, pour moi, on peut pas en vouloir à quelqu'un qui parle énormément de dire des oui, conneries. Enfin, il y a une expression de grand-mère qui est voilà, il y a que ceux qui ne font rien qui ne cassent rien. Et c'est vrai, ceux qui parlent beaucoup, ceux qui s'expriment beaucoup, forcément, ils font des erreurs, forcément, ils disent des choses parfois qui sont fausses, etc. Enfin, voilà, même Idriss Aberkan, on en parle, il fait plein de conférences. Alors, je ne vais pas me positionner sur le personnage, mais on peut dire des choses fausses. C'est pas pour autant que la personne, enfin, que pas pour autant que si on dit une seule chose fausse, c'est pas pour autant que tout ce qu'on dit est faux. Il ouais, faut savoir faire la différence. Aujourd'hui, on fait pas la différence parce qu'on ouais, voit seulement deux shorts où les deux trucs qui sont dits exactement. sont faux et donc on revient au même problème. Ouais, c'est ça. Et en plus, enfin, après, tu vois, ça dépend. Il y a des personnages qui vont aussi, comment dire, tenir un discours pour derrière provoquer une réaction, tu vois. Euh, Par exemple, Berkane, des fois, il prenait des affirmations qu'il allait exagérer, tu vois, pour Ouais. provoquer une réaction un peu, des fois, avec des délires un peu complotistes, tu vois. Et donc ça, voilà, c'est des trucs que j'avais réagi. Mais d'un autre côté, quand je fais du React, tu vois, je me dis pas, je vais descendre la personne. Je me dis, je vais réagir en fait des trucs où je vais pas être d'accord, je vais expliquer des choses, mais je vais aussi en prendre, tu vois, où je vais être d'accord. Par exemple, il avait pris position sur la réforme des retraites, où il avait dit que oui, les gens qui disaient que la réforme des retraites, ça allait, enfin, où il disait que oui, les gens qui étaient pour la réforme des retraites et qui disaient que oui, maintenant on travaille moins qu'avant, etc. Mais il y avait aussi la productivité à prendre en compte, que les gens étaient de plus en plus productifs, qu'avec l'IA, ils vont être encore plus productifs, et que du coup, là, c'est un point qui n'était pas forcément abordé dans les débats, tu vois, ça, sans forcément dire je suis pour, je suis contre, mais alimenter le débat, tu vois. C'est quelque chose aussi qui peut être intéressant, tu vois, des fois, même sans forcément prendre position, sans forcément être dans le préjugé par rapport à ses opinions, d'avoir un regard critique sur les situations. Et c'est quelque chose qu'on peut pas forcément avoir d'ailleurs sur du format court, où en fait tu vas dire une idée, il y a les gens qui vont être d'accord, les gens qui vont Ouais. pas être d'accord, ça va s'insulter dans les commentaires. Et en soi, le gagnant de ça, c'est le créateur, parce que s'il y a des commentaires, il gagne de l'interaction, il Bien gagne de sûr. l'engagement, il gagne des vues, et il se fait connaître par des personnes qui vont être intéressées pour son contenu. Donc voilà, c'est quelque chose aussi que les gens n'ont pas forcément assez de recul. Et une dernière chose, je pense, c'est au niveau des biais psychologiques, tu vois, c'est le biais de confirmation. C'est quelque chose de vraiment énorme. Je sais pas si tu connais à peu près ce que c'est. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Tu peux expliquer pour ceux qui ne le connaissent pas forcément dans l'audience? Alors, le biais de confirmation, c'est un biais qui dit qu'en fait, quand vous avez une croyance, eh bien, tout ce qui va aller dans le sens de cette croyance, vous allez lui accorder beaucoup plus de crédit que quelque chose qui va contre cette croyance. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en politique. C'est-à-dire que quand vous allez être fan d'une personnalité politique ou une autre, eh bien, quand des choses vont aller pour cette personne, vous allez vous dire oui, c'est bien, voilà, je suis sûr que c'est pour lui, et ça me confirme que c'est le meilleur. Et quand il y a quelque chose qui va aller contre lui, on va dire oui, mais non, mais c'est sûrement parce qu'on va trouver des excuses et on va y accorder beaucoup moins d'importance. Et c'est quelque chose qui est assez dangereux et qui est de plus en plus fort. Moi, je l'ai vu parce que je suis quand même assez présent sur Twitter, qui s'appelle X maintenant. Et sur cette plateforme, c'est vrai que c'est des contenus courts, mais en plus, c'est des textes, tu vois, donc ça va très vite. En fait, quand tu as une croyance, tu as tendance à l'alimenter, parce que tu vas avoir plein de trucs qui vont dans le sens, tu vas dire, ah oui, c'est bon, wow, c'est bon, je suis sûr, il y a plein de gens qui le disent. Et ce qui va aller dans le sens inverse, et bah, tu vas te dire, ouais, non, c'est pas grave, c'est juste quelques personnes, c'est rien, tu vois. C'est vrai. Je pense que c'est un truc qui touche tout le monde. Un truc qui me fait rire, ce que j'ai remarqué depuis le début du podcast, c'est qu'on vient tous les deux justement du monde des contenus préparés, etc. On Mm. peut se reprendre. On a tous les deux des gimmicks où à chaque fois, dès qu'on va dire une mauvaise phrase, dès qu'on va bafouiller, on a envie de reprendre parce qu'on sait qu'il y a le Oui, montage derrière, parce qu'il n'y en a pas avec sa podcast. Et donc c'est assez drôle. Mais c'est marrant, ça aussi, ce truc-là où souvent, tu as des personnes qui sont plus habituées au fait de parler directement. Bah, je pense du coup aux différentes personnes qu'on a pu citer Mm. qui sont habituées à parler directement, sans coupure, etc. Et d'autres qui sont vraiment habitués au montage. Là où je pense, je sais pas si tu connais Mathias Montavon, Ah oui, bien youtubeur, sûr, bien sûr. très très Le bon pro du youtubeur. montage. Mm. Voilà, pro du montage, pro du storytelling, etc. Je bosse un peu avec lui. Et justement, lui, par exemple, quand il va créer, je le sais parce qu'on a pu parler de ça, il va parfois répéter 20, 30 fois la même phrase avant Mm. de la garder au montage. Ah ouais, c'est assez énervé. C'est D'ailleurs, c'est un marrant parce travail que tu fou. parles de Mathias Moutavon, et là, du coup, j'ai une chaîne Bilost de sa marque de vêtements, tu vois, Ah, j'en avais une avant aussi. avec le médaillon. Donc, Quel médaillon? c'est le Lost avec la. Ok, sympa. Donc oui, Mathias Moutavon qui fait du très bon montage. Après, je ne suis pas forcément toutes ses vidéos, mais j'en ai suivi quelques-unes et c'était assez intéressant. Et là, ça va vraiment être du contenu YouTube très travaillé. Après, Ça. les shorts, je sais pas trop s'il en fait, mais je pense qu'il doit en faire aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même Non. ce qui permet de. Pas Ah, du tout. si, enfin, il fait quelques très peu de shorts, mais genre assez courts de motivation, d'inspiration, ou alors juste un texte où lui va parler finalement face Ok. cam. Fonctionne bien. Mais justement, bah, ça permet de faire une bonne transition. Une de ses vidéos il y a pas longtemps était sur l'IA, où il expliquait comment s'en servir et Ok. même lui en parle dans sa formation, Oui, etc. sur le montage, ouais, bien Et, sûr. alors que pourtant, on peut se dire sur le montage, bah ok, l'IA, comment est-ce qu'elle peut nous aider? Alors c'est marrant, il y a deux courants de pensée sur le montage.
Il y a ceux qui se disent, bah ok, les monteurs sont déjà morts, c'est un truc hyper facile à Ouais, automatiser. non, Alors qu'en vrai, clairement non, pas, c'est hyper clairement chaud. pas. Et il y en a d'autres au contraire qui sont en mode, bah l'IA peut rien faire. Bah c'est aussi faux, l'IA peut faire des trucs sympas. Mmh, Sur ce podcast, bah, ce sera probablement une IA qui va réussir à faire le tri entre les différentes caméras exactement. pour justement faire montage et éviter que tu passes, je sais pas combien d'heures au dérochage. Ouais, Il y bah, aura on en a aussi parlé une tout à IA, l'heure d'ailleurs, on en a parlé tout à juste l'heure. avant le On podcast. parlait tout à l'heure avec Autopod qui permet de le faire. Aussi probablement une IA qui découpera les shorts qui permettra derrière de republier sur les autres plateformes avec Ouais. bah, Clip, Ouais, différentes choses comme bah ça. soit Clip, soit Sendshort, soit du coup Snapvid. Donc ça aussi c'est un truc qu'on disait tout à l'heure, mais il y a pas mal d'IA en fait qui permettent de faire du montage. Et souvent ce qui se passe c'est que tous les mois, il y en a une qui passe devant l'autre. Et en fait après comme tu disais aussi, ça dépend du budget qu'ils mettent en R&D ou qu'ils mettent en marketing, hein. Mais il y en a une qui va passer devant l'autre, ce qui fait qu'en fait bah, ça va changer assez souvent. Ce qui veut pas dire que les anciens outils sont obsolètes, hein. Ils peuvent toujours faire des très bonnes choses. Mais ouais, ça montre qu'il faut quand même être assez actif sur l'IA, qu'il faut quand même toujours Ouais. être un petit peu au courant pour essayer d'avoir les dernières tendances, même s'il y a quand même des choses qui peuvent rester sur plusieurs années, tu vois, comme bah, le prompt Ouais. engineering ou des choses comme ça, où c'est des compétences qui vont pas être obsolètes dans 3 mois, tu vois. Perso, je suis plus justement pour le fait de surtout pas changer d'outil tout le temps. Je considère que c'est vraiment une grosse erreur, qu'au final tu passes plus de temps à redécouvrir l'outil, à te l'approprier, etc. Alors que ce que tu devrais faire, c'est plutôt attendre quelques mois que les différents outils sortent, que tu en aies un qui sorte du lot, tu apprends à le maîtriser, tu apprends à t'en servir et derrière tu le gardes pendant 1, 2, 3 ans. Parce qu'une fois que tu as fait le travail de t'en servir, oui, ça devient intéressant derrière de l'appliquer, etc. Et là tu gagnes du temps. Mais le temps que tu as passé au départ à le mettre en place, finalement le mettre en place, l'intégrer dans tes routines, si tu repasses ce temps-là tous les mois pour changer d'outil, bah, au final, tu vas juste perdre du temps que si jamais tu n'avais même pas utilisé d'outil, tu l'avais fait à la main. Donc, c'est vraiment une erreur pour moi de tester de nouveaux outils en permanence. Ouais, c'est pas faux. D'un autre côté, je suis d'accord avec toi. En fait, dans une approche. Enfin, moi, tu vois, j'ai une approche quand même relativement, entre guillemets, minimaliste de l'IA. Ok. C'est-à-dire que je vais. Ce que je dis en général, et ce que j'avais dit dans un de mes emails il y a pas très longtemps, où j'avais partagé les 7 outils d'IA que j'utilisais le plus, Ok. c'est que pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser 50 outils d'IA, tu vois, dans son business. Mais que l'important, c'est d'en avoir 10, allez, 10, 15, peut-être 20 Moi, grands hein. max, mais Moi même aussi. pas, tu vois. D'en avoir quelques-uns qui vont être vraiment adaptés à son activité, tu vois, et qui vont me permettre vraiment de gagner, en fait, là-dedans. Et oui, c'est vrai que ton point de vue est intéressant sur le fait de pas trop changer tout le temps. Après, tu vois, moi, c'était plus dans le sens où peut-être que tu vas en utiliser deux. Et en fait, tu vois, quand il y en a un qui sort une nouvelle feature, tu vas repasser sur l'un ou sur l'autre, ce Ouais. qui fait que tu redécouvriras pas forcément à chaque fois, comme si vraiment tu changeais de SaaS tous les mois, tu vois, Ouais. pour ton montage. Et si tu alternes entre deux, par exemple, ça peut être bien. Et c'est pour ça aussi au niveau des plans annuels que, bah, on en parlait tout à l'heure, mais pas forcément une très bonne idée de prendre des plans annuels sur les abonnements d'IA, Ouais. puisque bah, peut-être qu'on va utiliser 6 mois et qu'après on voudra changer et que bah non, on est coincé parce qu'on a le plan annuel et qu'on n'a pas forcément envie de payer deux fois pour un service un peu similaire, quoi. Ouais. Bah, une erreur que tout le monde fait, t'en parlais un peu du coup avec les modèles, justement le fait d'avoir un certain nombre d'outils, c'est une erreur Mm. que tout le monde fait avec l'IA, c'est de vouloir avoir les outils les plus généralistes possibles qui sont Ouais. capables de tout faire, alors que vu le fonctionnement de l'IA Mm. qui va prédire le plus probable, le résultat le plus probable, enfin Mm. l'IA générative, Mm. bah, finalement le plus intéressant c'est d'avoir les outils les plus spécifiques à son activité pour que le résultat le plus probable soit de bien meilleure qualité, qu'on puisse beaucoup mieux le guider. Donc c'est pour ça que c'est une erreur de vouloir par exemple utiliser ChatGPT dans les domaines les plus précis de son business. Bah non, peut-être que tu as un outil qui est utilisé par 2000 personnes mais qui est ultra Ok. spécifique, ou alors de fine-tuner, enfin de surentraîner un Oui. modèle pour derrière t'en servir dans ton domaine. Ce sera bien plus efficient qu'avoir un modèle avec oh là là, il y a 200 milliards de paramètres, c'est génial. Bah ouais, mais ça veut dire que du coup, tu as beaucoup plus de possibilités et que ton résultat sera Mm. beaucoup moins bon. Pour vulgariser, pour ceux qui ne sauraient pas forcément ce que c'est les paramètres sur un modèle d'IA, globalement, on va dire que plus un modèle a des paramètres, plus il a été entraîné sur beaucoup de données. Alors c'est un peu plus précis, mais pour vulgariser, en gros, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a des modèles, des fois, où bah, ChatGPT 3, par exemple, c'est 150 milliards à peu près de paramètres. ChatGPT 4, on ne sait pas trop. Il n'y a pas eu vraiment. Il y a des rumeurs qui disent comme quoi, en fait, ce serait 8 modèles de 200 milliards de paramètres. Mais c'est des rumeurs, on n'a pas d'informations précises. D'ailleurs, c'est aussi un truc qu'il y avait eu au mois de. Bah, c'était en février-mars, juste avant la sortie de GPT-4, où il y avait le fameux graphique où tout le monde disait que GPT-4 était 1000 fois plus puissant que GPT-3 ou des choses comme ça, ce qui au final bah, s'est avéré être totalement faux. Donc là aussi, encore une fois, attention à ce qu'on peut voir. Des fois, c'est des rumeurs. C'est pour ça, je pense que bah, toi aussi tu le fais. Mais moi, quand je partage des infos et que c'est pas vérifié, j'ai attention, c'est des rumeurs. Et encore, j'évite d'en partager. Surtout au-delà de ça, c'est pas le fait, c'est que c'est pas une rumeur. Non, c'est dans le sens où si on entend puissant par nombre de paramètres, oui, il y avait peut-être une fois plus de paramètres ou quoi. Mais surtout, ok, qu'est-ce que c'est puissant? Oui, Sur quel référentiel? oui, c'est Par ça. rapport à quoi, etc. Et au final,
on peut faire dire ce qu'on veut par rapport aux chiffres. Je peux dire, oh là là, j'ai fait une croissance de 5000 milliards de pourcents. Oui, Ah mais ouais, si parce tu que passes de j'ai 1 rien euro. publié hier, donc forcément. Donc Ouais. c'est un peu, enfin, voilà, c'est un peu biaisé. Oui, ou même un business, tu peux dire que tu as fait fois 1000, mais si fois 1000 c'est 0 euro fois 1000, ça fait toujours 0 euro, quoi. Et Ouais, là, il y mais en si a tu qui passes sont. de 1 à 1000 euros, bon voilà, c'est pas démesuré non plus, quoi. Bah, c'est pas mal quand même, parce que passer de 1 à 1000 euros, ça veut dire que t'as grappillé un peu d'argent comme ça, et 1000 euros, c'est ok, t'as quand même réussi à faire un premier coup, tu vois, dans le Ouais, je me suis business. dit, Après, c'est j'ai fait pas plus incroyable, mais 450%, on est en train de tout casser, mais qu'au final, bah oui, mais t'es oui, passé de 20 à voilà, 200 euros, bon. c'est sûr. Et là où, bah oui, si tu fais 1000% sur une boîte à 1 million, là, Là, c'est pas la même c'est différent, chose, là, quoi. c'est plus intéressant. C'est plus difficile et c'est plus intéressant. Mais forcément, ouais, c'est plus d'efforts. Normal. Mais oui, c'est un truc qui est. Bah tiens, puisque je parlais du fait de faire fois 1000 sur 0, c'est un truc aussi que je pense que pas mal de gens font comme erreur avec l'IA. Je pense que pas mal de gens se disent, ok, l'IA, ça va peut-être fois 10 mon business. Enfin, moi, j'aime pas parler en termes de ça va fois 100 ta productivité ou des trucs comme ça, parce que ça fait un peu bidon cliché, Vendeur. voilà, mais c'est vendeur. Donc, pour des hooks ou des trucs comme ça, voilà, je peux comprendre que c'est. Mais en fait, ce que je trouve avec l'IA, c'est que si on fait. En fait, il y a des gens qui cherchent à automatiser leur business alors qu'ils n'ont pas encore de business, tu vois. Et ce qui est très intéressant en fait avec l'automatisation, c'est quand on a des process qui sont déjà en place, les automatiser. En fait, même quand je fais une automatisation, tu vois, par exemple avec des outils comme make.com ou des choses comme ça, en fait, je prends un process, tu vois, dans un de mes business, parce que moi, si jamais vous me suivez pas forcément, que vous connaissiez pas tout, avant de faire de l'IA, donc j'avais déjà un premier business en ligne dans les logiciels de son, puis après j'en avais lancé un deuxième, mais c'est vraiment le premier qui tournait le plus. Et en fait, ce que je fais, c'est que je me sers de l'IA pour automatiser des process ou même juste de l'automatisation, des fois sans IA, puisque en fait, on n'est pas toujours obligé d'utiliser l'IA pour automatiser des tâches. Et, C'est on sûr. peut utiliser des choses comme du scrapping, de l'automatisation, des choses comme ça. Tu parles chinois à 80% de l'audience, là. Ah, c'est vrai. Alors, on va expliquer ce que c'est que le scrapping. Le scrapping, basiquement, c'est si jamais vous avez par exemple une liste de contacts sur une page web, par exemple un annuaire, et bien vous faites tourner un programme que vous avez fait qui va vous récupérer tous les adresses email, tous les contacts de ces personnes-là. Donc c'est une pratique qui est interdite pour le B2C, puisque bah, il y a le RGPD, ces choses-là. Mais en B2B, c'est autorisé. Donc il y en a par exemple qui vont proposer des services à des restaurants, qui vont aller scraper 1000, 2000 numéros de restaurants ou mails, et qui vont envoyer plein de messages de prospection, qui vont automatiser ça avec des outils avec ou sans IA, et qui vont derrière bah, permettre de trouver des clients et d'automatiser entre guillemets sa prospection. Et après au niveau de l'automatisation, donc ça ouais c'est un truc que je vais pas mal aborder je pense dans ces prochains mois, ces prochaines semaines, parce que c'est quelque chose d'assez puissant que je commence à utiliser depuis quelques mois. Et globalement, l'automatisation qu'on fait, ça permet de connecter des applis entre elles pour créer des scénarios automatisés. Mais donc vous avez un processus où pour votre support client, eh bien, vous recevez des mails donc à votre support client et vous avez, je sais pas, quelqu'un qui va répondre aux mails. Une automatisation très simple à mettre en place. Il faut quand même connaître un peu l'outil, mais c'est pas extrêmement compliqué. C'est de prendre l'automatisation, de prendre votre process. Donc vous dites, ok, ça fait ça, ça, ça. Et en fait, avec l'automatisation, vous allez pouvoir faire en sorte de connecter ChatGPT à votre boîte mail pour qu'il mette automatiquement des brouillons de réponses, ou même envoyer tout de suite, même si personnellement je suis pas pour envoyer tout de suite, je pense que tout ce qui est fait avec l'IA doit quand même être revu par un humain avant de l'envoyer, enfin ou presque tout. Bah, tu me donneras ton avis là-dessus juste après d'ailleurs. Mais voilà, c'est assez puissant en fait pour automatiser un process qui est déjà en place, mais créer un process avec de l'IA, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que les boîtes qui tirent aujourd'hui, je pense, le plus profit de l'IA, c'est bah, déjà les boîtes qui créent des IA, mais aussi les entrepreneurs du coup qui ont déjà un business et qui en fait vont accélérer avec l'IA, tu vois. Et lancer un business de zéro avec l'IA, c'est possible, il y a des petites méthodes. Donc par exemple, bah, en fait, dans tous les cas, ça revient souvent sur des business déjà existants qui sont rendus ultra scalables grâce à l'IA. Mais ouais, pour moi, c'est un peu ça en fait qui se fait en ce moment. Par exemple, bah, il y a un process que j'ai fait récemment, c'est automatiquement générer des images avec Midjourney pour les banques d'images type Adobe Stock, tu vois. Et en fait, c'est une automatisation, enfin, c'est quatre automatisations. La première, elle va générer des prompts pour Midjourney. La deuxième, elle va envoyer les prompts à Midjourney et upscale les images. Après, tu récupères tout sur la galerie, tu mets tout en grand. Et derrière, tu envoies tout sur Adobe Stock et tu as deux automatisations, dont une qui va mettre automatiquement des tags à l'image et l'autre qui va mettre automatiquement des noms. Ce qui fait qu'en fait, tu laisses ton ordi travailler pendant la nuit, tu vois, Ouais. et avec des systèmes, donc avec une extension sur Chrome qui permet d'automatiser des tâches. Et là, en fait, ça va me permettre d'envoyer 10, 15, 20, 30 000 images, tu vois, sur Adobe Stock sans travailler, parce qu'en fait, ça se fait la nuit, tu vois. Le travail, Ouais. c'est de faire les automatisations. Et c'est peut-être pas un business, tu vois, qui va me rendre millionnaire, mais ça peut faire déjà un side Tu te de retrouves. 500 000 euros, tu vois. Ouais. Pas 500 000, hein, c'est entre 500 et 1000 euros, je pense, par mois. Juste parce que voilà, c'est une technique. Et en fait, j'ai regardé sur YouTube, il y a vraiment personne qui en parle, tu vois. Donc c'est quelque chose que je suis en train de tester. Parce qu'il y a des gens, tu vois, qui sont en mode ouais, on fait de l'IA, on envoie des images mid-journey sur la plateforme, enfin sur Adobe Stock pour les vendre. Mais Mhm. il y a personne qui dit ok, je vais faire en sorte que mid-journey génère des images tout Automatisé, ouais. seul et les envoie tout seul sans que je touche à mon ordi.
Du coup, tu vois, même avec Midjourney, ils vont peut-être aller 3 fois plus vite, mais ils vont peut-être toucher 3 euros de l'heure, tu vois. Mais nous, avec l'IA, on va aller 300 fois plus vite, combiné à Sans rien faire. l'automatisation. Et du coup, on va peut-être prendre, oui, ou presque sans rien faire, tu vois. C'était juste mettre en place Oui. l'automatisation et envoyer les images, tu vois. Donc là, on va peut-être gagner, en plus, c'est des revenus passifs, tu vois. Une fois que c'est en place, c'est à vie. Donc on va peut-être gagner 300, 500 euros de l'heure et ça va tourner à vie, tu vois. Donc Ouais. ça, là, c'est super puissant. Et du coup, oui, tout à l'heure, j'avais parlé du fait de prendre un process et de l'automatiser. Je sais pas si tu es d'accord avec le fait que c'est mieux d'avoir des IA sur des business qui sont déjà en place. Je suis d'accord. L'IA, aujourd'hui, il faut comprendre que l'IA ne fait pas le 0 à 1, mais l'IA permet d'augmenter. L'IA permet de faire le 1 à 10. L'IA est un multiplicateur. Et aujourd'hui, pour vraiment s'en servir, vraiment l'exploiter, il faut partir de domaines qu'on maîtrise déjà pour aller beaucoup plus vite, pour aller beaucoup plus fort. C'est un amplificateur, c'est pas du tout comme un catalyseur. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'aller plus vite, mais pas de partir de zéro. Ça peut aider à partir de zéro, mais il faut se rappeler que si jamais tu es capable de faire quelque chose en partant de zéro avec l'IA, bah, n'importe qui peut le faire, donc ça a plus de valeur. Exactement. Alors que si jamais tu te sers du compétence que tu as déjà, que peu de gens sont capables de faire, et Mm. qu'en plus tu rajoutes de l'IA, bah en fait la barrière à l'entrée est beaucoup plus grande. Et donc là, oui, tu te démarques réellement. Tu vois, c'est marrant parce que ça me rappelle, tu vois, dans la première formation que j'avais faite, il y avait une partie où je parlais un peu de créer des services avec de l'IA Ouais, et je parlais du copywriting parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient oui, grâce à ChatGPT, deviens copywriter, et tu vas pouvoir rédiger des super pages de vente et des trucs comme ça que tu vas vendre 1000 balles. Et en fait, c'est pas vrai, c'est pas faux non plus, tu vois. Dans le sens où, en fait, quelqu'un qui part de zéro et qui sert de ChatGPT, il aura toujours un résultat pourri parce que, comme tu dis, c'est un catalyseur et 0 fois 1000, ça fait zéro. Maintenant, quelqu'un qui est déjà un bon copywriter, il va pouvoir se servir de l'IA pour brainstormer, pour trouver des idées, pour trouver peut-être des accroches, surtout sur peut-être exactement. des outils spécialisés ou vraiment avec des prompts assez détaillés, assez fournis, où il va donner de sa personnalité, donner du contexte, des choses comme ça. Et en fait, ce que je disais justement dans la vidéo, c'est que je disais, si vous voulez devenir copywriter avec ChatGPT, commencez par lire les livres de copywriting, commencez par vous former au copywriting, Ça, et après utilisez vos connaissances de copywriting sur ChatGPT pour aller plus vite. Mais surtout, ne dites pas, vous partez pas du principe que ChatGPT va faire tout le travail à votre place. Par contre, il va vous permettre de faire peut-être votre travail 20, 30, 40% plus vite, donc vous ferez 20, 30, 40% de clients en plus. Et si vous gagnez, je sais pas, 4000 euros par mois, vous pouvez monter à 4500, 5000, peut-être 6000 euros par mois voire même peut-être plus, hein. Je sais pas exactement pour un copywriter qui est la puissance, mais je pense qu'elle peut gagner au tout le moins monde tâche, hein. 20, 30, 40% de performance. Et là, du coup, ça va être super intéressant. C'est assez incroyable, c'est vrai, à ce niveau-là. Bien sûr. Ok, donc là, on a abordé pas mal de sujets autour de l'IA, de l'automatisation, tout ça, mais au final, c'est vrai qu'on a dévié assez rapidement de ton parcours. Et ce serait intéressant de parler un petit peu aussi de tout ce qui est autour des études, puisque bah, si les gens ne savent pas, on est deux personnes qui sont assez jeunes. Théo, il a 17 ans et moi, j'ai 20 ans. Et aujourd'hui aussi, le but du podcast, c'est d'avoir Théo en tant que premier invité. Et non seulement déjà, c'est parce que j'ai vu son contenu sur LinkedIn et que je trouvais que c'était quelqu'un de très sérieux. Là où Merci. justement sur LinkedIn, il y a beaucoup de personnes qui se disent experts ChatGPT alors qu'ils l'ont découvert la semaine dernière. Et Ça pour le coup, braque. Théo, c'était vraiment pas ça, c'était vraiment assez sérieux. Et en plus, je me suis dit, c'est quelqu'un qui est comme moi assez jeune, qui a commencé assez jeune. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat aussi à 17 ans. Toi, du coup, à 16, parce que ça Non, fait je commence à même, 12-13 ans. même 15, 12, 13 ans. Ah, encore plus jeune alors. Et du coup, je trouvais ça intéressant aussi qu'on puisse aborder de ces sujets. Comment ont pris, par exemple, tes parents quand tu leur as dit que tu voulais être entrepreneur et que tu voulais pas forcément être salarié Ah, j'avoue que j'ai beaucoup de chance là-dessus. Mes parents sont entrepreneurs. Ah, Donc j'ai été exposé pour ça ça aide. aussi, que j'ai commencé beaucoup plus tôt. J'ai été exposé à l'entrepreneuriat depuis que je suis jeune. Globalement, enfin, dès que j'étais jeune, on m'a appris à négocier. On m'a appris à. Voilà, mon père m'a montré comment ça se passait dans l'entreprise, comment gérer du coup, au niveau des chiffres, etc. Différentes choses. Très vite, j'étais exposé à ce monde-là. On m'a fait lire du coup Economics, qui est une bande dessinée qui retrace toute l'histoire de l'économie, qui est hyper intéressante. Et très vite, j'ai pu finalement découvrir ce monde-là, découvrir pour me former, voir comment ça se passait réellement, pas que ce qu'on voit sur les réseaux, voir le travail, voir les soirées finalement qui se terminaient à minuit uniquement du coup sur le travail où les parents étaient encore au bureau. Mais au final, ça m'a permis de progresser beaucoup plus vite, de me rendre compte de ça et de lancer plus tôt. Donc j'ai cette chance-là et forcément, c'est là-dessus, je suis pas comme pas mal de gens qui ont dû réussir à justifier et expliquer à leurs parents. Ouais, Mais à côté de ça, par exemple, ce serait inconcevable pour mes parents que j'arrête les études pour aller entreprendre. Alors déjà, d'accord. j'ai Ok. négocié le fait de ne pas faire de prépa. Ok, bah t'es quand même à Euh, l'ESSEC, donc t'as directement intégré une oui, grande c'est ça, en école. BBA. Ok, Donc, mais c'était à condition que j'ai une groupe 1, enfin une des top 3 écoles de commerce ok, en ouais. post-bac. Ok, ouais, ouais, d'accord. Donc moi pour le coup c'est vrai que j'avais un parcours qui est assez différent. C'est vrai que j'en parle un peu jamais, mais enfin j'en parle jamais tout court. Mais bah, du coup pour la première fois je le révèle. Et moi mes parents pour le coup n'étaient pas du tout entrepreneurs, donc c'était et je pense que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui en ligne n'avaient pas forcément des parents entrepreneurs puisque c'est un peu la nouvelle Statistiquement, économie, ouais. l'économie digitale. Puis c'est une mode aussi.
Et c'est aussi un truc à la mode. D'ailleurs, ça, on en reparlera après de la mode des entrepreneurs d'Instagram, des mecs de Dubaï ou des mecs qui rêvent d'être à Dubaï. Moi, personnellement, ça me fait pas rêver. On parlera de ça après. Ouais, au-delà de ça, aujourd'hui, le terme entrepreneur fait rêver et est à Oui, la mode. c'est vrai, c'est à la mode et c'est un peu aussi un piège, je pense. Mais Bien sûr. on en parlera juste après dans le podcast. Et moi, pour le coup, non, mon père est ingénieur et ma mère est prof. Donc, bah, ils viennent pas vraiment de l'entrepreneuriat. Et bah, en fait, ils ont jamais été contre. Moi, tu vois, le fait que j'entreprenne, c'est vrai que des fois, il y a des gens, leurs parents, ils sont vraiment contre. Ils sont en mode non, fais pas ça, tu devrais faire ça. Ok. Euh, Parce qu'aussi, bah, à l'école, ça se passait bien, tu vois. Alors, j'ai fait un bac équivalent S là, avec les nouvelles spé. Bon, en plus, il y a eu le Covid. Enfin, bon, j'ai encore dit le mot interdit. Mais il y a eu le rhume 19. Et du coup, ça a fait que bon, le bac, il a été un petit peu donné. Quoi. Je l'ai eu plutôt bien. Et Quelle année du bac avec le Covid? j'ai eu le bac en 2021. Donc, c'était la deuxième année. Et en fait, du coup, ça a été un petit peu compliqué cette année-là. J'avais déjà commencé à lancer du coup, mon business dans les logiciels de son. Ok. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en fait, j'avais juste une vision du business et c'était le mien, tu vois. Et je connaissais pas forcément tout ce qui était autour de la sphère. Ok. En fait, j'étais assez fermé. En fait, je connaissais juste mon truc qui était bah, avoir un bon produit. En fait, même le truc que j'avais le plus bossé dans le business, c'était le produit. Parce que pour le coup, c'était un produit technique, tu vois, c'était un logiciel. Ton business, un logiciel de son, c'était quoi ton business? Alors, en gros, mon business que il y avait beaucoup de compositeurs, tu vois, de beatmakers qui faisaient des prods. Ouais. Et pour faire des prods, on a besoin d'instruments. Et les instruments, donc on les utilise des banques qui s'appellent des VST. Donc pour ceux qui connaissent, qui font du FL Studio, si vous voyez peut-être de quoi je parle. Et c'est moi ce que j'ai fait. Du coup, je me suis dit, ok, il y a plein de beatmakers. Les prods, c'est vrai que c'est un secteur qui est quand même assez saturé pour les vendre, parce que moi à la base j'essayais de vendre mes prods. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait le déclic, c'est quand j'ai vendu ma première prod, tu vois, à 16 ans. J'avais gagné 200 balles, tu vois, c'était pas énorme, mais je me suis dit, waouh, c'est possible, Tu tu peux vois. gagner de l'argent en Ouais, ligne. tu peux gagner de l'argent sur internet, il y a des gens qui sont prêts à te payer. En plus, ça avait fait un morceau qui était pas mal. Le mec derrière, il a signé chez Sony. Ce qui a Oh. aussi entraîné la suppression de l'album des plateformes, puisqu'il voulait tout reprendre de zéro. Donc Ok. le son n'est malheureusement plus disponible. Mais voilà, et ça, en fait, ça a été un peu le déclic où je me suis dit, ok, je veux faire de l'argent sur internet, je veux être entrepreneur, tu vois. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à essayer de vendre des prods, et ça faisait déjà 4 mois avant de faire 200 euros que je prospectais, que machin. Et en fait, j'arrivais pas, tu vois. Ok. C'était dur, c'est un marché qui est saturé. Et je me suis dit, plutôt que de vendre les prods, je vais vendre quelque chose qui va permettre aux gens de faire des prods, tu vois. Ok. Et je l'ai pas vendu en mode vous allez vendre des prods avec, hein, c'est en mode améliorer vos compositions, c'est un peu plus dans le business loisir, Le tu vois. vendeur de pioche pendant la ruée vers l'or, quoi. Oui, mais c'est pas vraiment une ruée vers l'or dans le sens où c'est plus un truc loisir, tu vois. C'est pas forcément gagner de l'argent avec Oui. le beatmaking. Mais oui, c'est un petit peu dans ce paradigme-là. Si vraiment j'avais été au-dessus, j'aurais fait une formation comment faire des prods. Bon, j'avais un pote qui le faisait, donc, Ok. donc j'allais pas forcément entrer en concurrence avec lui là-dessus. J'étais pas en plus pas légitime et en plus de ça, voilà, je voulais pas non plus lui manquer de respect là-dessus. Mais surtout que c'est lui qui m'avait du coup aidé en fait pour lancer ce business, parce que vraiment quand j'ai lancé mon premier business, j'ai été accompagné vraiment de A à Z par cette personne-là. Tu vois, j'avais suivi du coup sa formation Ok. et Ok. et ça, pour le coup, c'est un sujet qu'on voulait aborder aussi, les formations en ligne. Il y en a beaucoup qui disent, voilà, c'est de l'arnaque, des choses comme ça. La première formation que j'ai achetée, j'ai fait retour investissement x 300 dessus aujourd'hui, tu vois. Ouais, Ce qui est bah quand même pas mal. Après, derrière, forcément, j'ai pas juste acheté la formation, je l'ai appliquée, ça m'a demandé quand même pas mal de temps. Mais voilà, tu vois, à 17 ouais. ans, je commençais à faire mes premiers. En 18 ans plutôt, je commençais à faire mes milliers d'euros, premiers milliers d'euros par mois. En Et fait, ok, il y a des formations qui sont des arnaques. hmm, J'ai pas la ouais, proportion en tête, mais il y a quand même beaucoup de formations qui sont très très bien. J'ai pas mal de potes d'entrepreneurs qui font des très très bonnes formations. hmm, Et dire que c'est de l'arnaque parce qu'il n'y a pas de résultat, c'est comme dire que la salle de sport est une arnaque parce que t'as pas eu le corps d'un bodybuilder. exactement. Alors que bah non, c'est juste que t'as pas appliqué, t'avais les machines, t'as potentiellement le coach sportif qui était disponible, Hmm. bah t'as pas appliqué parce que t'avais pas la discipline, que t'es pas passé à l'action, c'est de ta faute. En fait, C'est oui, pas. aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui achètent des formations parce qu'ils pensent que c'est le truc qui va débloquer leur business. En fait, c'est le truc qui va débloquer leur business si c'est une bonne formation et qu'ils l'appliquent. Et il y a beaucoup de gens, en fait, ils pensent que juste acheter la formation, ça suffit. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un taux de réussite, tu vois, qui est plus bas sur les formations que sur les coachings, parce que sur le coaching, derrière, tu vas accompagner la personne de pas à pas, etc. Ça. Et en fait, aussi, quand tu as un engagement qui est financier qui est plus important dans le coaching, tu dis, OK, j'ai envie de récupérer l'argent, tu vois. Genre, moi, là, j'ai commencé un coaching, du coup, avec un coach, et c'était 5 000 euros déjà upfront, tu vois. Et derrière, il y avait encore des commissions que je lui dois, donc même plus que 5 000, tu vois. Et ouais, du coup, en ce moment, je suis accompagné par Mano à la branche, donc, qui est connu parce qu'ils vont une formation sur un sujet un petit peu controversé. Mais voilà, après, moi, le coaching est vraiment pas basé sur ce business-là. C'est vraiment bah, comment créer une audience, vendre des produits, diffuser ses idées et aider les gens aussi. Parce que bah, même si on peut être dans des secteurs qui sont parfois décriés, et ben, au final, ça a quand même changé des vies. Et les seules personnes en fait qui se plaignent, c'est les gens qui sont pas dans le marché, tu vois.
Ouais. Lui, du coup, bah, c'est un business qui est un peu particulier. Mais les gens qui sont pas dans le marché, c'est toujours eux qui se plaignent. Et tout le monde dans le marché est content. Les clients sont contents, les agences sont contentes et les créatrices sont contentes, tu vois. Donc c'est toujours des sujets à débat. Après, moi, c'est sûr que c'est pas forcément le business que j'aurais lancé. Et d'ailleurs, Manoa, tu vois, ça faisait déjà un moment que je le suivais. Et en fait, justement, j'avais jamais acheté vraiment trop ses produits parce que justement, c'était pas le secteur qui m'intéressait. Mais quand il a dit, OK, Ok. je t'aide à lancer, créer ton audience, voilà, lancer ton activité. Et après, vendre des formations, du coaching, mais vraiment un vrai truc, quoi, qui peut aider les gens. Parce que voilà, on n'est pas là pour arnaquer les gens non plus. D'autant plus que la clé numéro un pour être sur du long terme sur Internet, c'est la réputation, C'est ça, c'est c'est ton la image, ta confiance. réputation. Pour ça, Antoine BM aujourd'hui, qui fait Mm. pas forcément les formations les plus poussées du monde, Ouais, mais son audience le suit, il achète toujours, et c'est souvent les mêmes personnes qui achètent toutes ces formations, et pour ça qu'il fait plus d'1 million par an uniquement en infoprenariat en étant quasiment tout seul, parce qu'il s'est construit une image, une réputation que quand il fait quelque chose, ou quand quelqu'un fait quelque chose chez lui, bah c'est quali. c'est ça. C'est exactement ça. Et en plus, ouais, ce qui est pas mal, lui, sa méthode, c'est plus de faire des petits produits qu'une grosse Ouais, offre. Après, chacun a sa méthode, sa stratégie, et chacun aussi, enfin, les clients aussi ont. T'as pas forcément la même typologie de clients, tu vois. exactement. Mais pour en revenir du coup à ce qu'on disait, oui, aujourd'hui, il y a des formations qui sont des arnaques, il y a des gens qui mettent des faux résultats. On l'a vu sur. Je crois pas que c'est sur Twitter, mais sur Twitter, il y a quelques jours, il y a des gens du coup qui se sont fait exposed parce qu'ils Ok, vendaient des formations sur TikTok, sur comment faire du TikTok dans les pays inexploités ou des ok, choses comme ça. Ils mettaient toujours des dashboards, tu vois, des captures d'écran du truc fonds ouais, créateur, vous ok. avez 3600 €, vous avez je sais pas combien. Et en fait, il y en a qui Je sont vois allés bien. regarder, tu vois, sur C'est toujours les Photoshop. mêmes. Ils ont pris des vrais screens, ils ont comparé les faux. Ils ont vu qu'il y avait un petit écart, en fait, tu vois, l'écart était pas le bon, en fait, entre les chiffres de vente et entre les textes Ah en dessous. carrément, c'est du montage, je pensais qu'ils avaient pris Oui. les screens de quelqu'un d'autre, Ah mais non, c'est c'était du carrément du montage. montage, c'était même pas du Ah vol. Et ouais. là, tu te dis, non, les gars, s'il vous plaît. Tu vois, et là, du coup, bah, dès que la personne s'est fait expose, son business a duré trois C'est mois, tu fini. vois. Son business Ouais. a duré 3 mois. Tu peux pas tenir sur du long terme, en tout cas dans l'activité en ligne, si tu as une mauvaise réputation, ou alors il faut Ça. le faire de façon cachée. C'est-à-dire que bah, tu as un site par exemple de dropshipping et tu mets jamais ta tête, tu vois. Tu mets jamais ta tête. Mais le dropshipping, bah ça, de toute façon, si vous voulez une astuce pour éviter les sites de dropshipping, vous allez sur le site, le produit, vous faites clic droit, recherchez avec Google Lens, vous allez tomber sur le même produit plein de fois sur Google. Et si vous le trouvez sur AliExpress 10 fois moins cher, vous savez que c'est du drop. Et voilà, vous venez d'économiser et de ne pas vous faire arnaquer par le dropshipping. Mais Pas de l'arnaque, je suis pas d'accord avec ce terme-là. Parce qu'en soi, si on dit que le dropshipping est de l'arnaque, on oui, peut dire que simplement la revente de produits est de l'arnaque, et donc le oui. commerce en général est de l'arnaque. Donc, Mais en fait, c'est ça aussi, tu vois, un truc avec le drop. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont insulter le drop, qui vont dire le drop c'est de la merde, et qui vont dire tous ceux qui sont là, ça c'est des voleurs, ils font des marches x10. Et derrière, ils vont aller à un magasin qui va faire marche x10, tu vois. ouais. Bah, t'as des mecs qui arnaquent, qui envoient pas les produits ou qui envoient des mauvais produits, etc. Ouais, Et dans ce cas-là, oui, ça c'est de l'arnaque. Il faut le dire, faut le dénoncer, c'est de l'arnaque. mm, Mais c'est pas le modèle du dropshipping en général. Le modèle du dropshipping, oui. enfin, en soi, Carrefour, c'est la même chose sauf qu'ils stockent les produits. Enfin, c'est un revendeur. Ils produisent pas les produits. C'est comme, enfin, c'est finalement le drop, juste, bah, il n'y a pas de stockage. Donc, c'est un Mm, modèle qui d'ailleurs peut être plus ouais. intéressant écologiquement parlant, financièrement parlant, etc. Mm. Mais c'est le modèle en lui-même, mais au contraire positif, en fait. Oui, c'est clair. En fait, ça aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est que ça a permis aussi à beaucoup de personnes de faire leurs premiers euros sur Internet et de changer de vie, tu vois. On voit toujours le mauvais côté. Si, mais ça, c'est, enfin, là, je Maintenant, pense plus du coup au côté simplement les oui, consommateurs, le où c'est côté pas. consommateur, c'est vrai que ça peut être bizarre et qu'on peut se dire, oui, il m'a vendu le produit 4 fois plus cher que sur AliExpress. D'un autre côté, la personne, elle a fait aussi un travail de marketing que du coup le fournisseur n'a pas C'est un fait. revendeur, Et, simplement, c'est le et en fait, principe. oui, c'est juste un modèle logistique. Il y a des gens qui font de l'équivalent du dropshipping, qui font des marches x10 avec des stocks. J'ai un pote comme ça, à 20 ans, il chiffre 15-20 000 € par mois juste avec une boutique comme ça avec des stocks. Et pour le coup, c'est des bons produits, ses clients sont contents. Et pour le coup, oui, c'est vrai que c'est pas une arnaque. C'est vrai que c'est un peu un raccourci de langage. Et c'est aussi un truc d'ailleurs que j'ai tendance à combattre, mais là, je sais pas, sur le coup, voilà. Mais le fait en fait, tout catégoriser, tu vois. C'est pas parce qu'il y a quelques acteurs Ouais. d'un marché qui vont faire de la merde que tous les acteurs du marché sont C'est un biais pourris. psychologique parce que c'est beaucoup plus simple de traiter une information quand tu le catégorises. Ouais, c'est vrai. Mais je pense aussi que c'est un piège parce que, bah, je le dis, il y a beaucoup Bien sûr, de. bien Bah, par sûr. Mais exemple, les c'est une mecs facilité du de. cerveau, c'est juste pour avoir moins de charge mentale. Parce que si jamais à chaque fois que tu rencontres une personne dans un tel domaine, bah, tu te dis, ok, elle est comme ça, bah, pas besoin d'y réfléchir. Alors Ouais, que si tu dois y réfléchir, bah, c'est du travail de réflexion, c'est de recherche, etc. Donc c'est plus de charge mentale. Et le ouais. cerveau va chercher la facilité, ce qui lui prend le moins d'énergie, qui est le plus simple. Et Ce qui est le plus simple, c'est catégoriser. juste avant de passer à la suite, je voulais te rappeler que j'ai créé une fiche avec les recommandations des invités qui sera mise à jour après chaque épisode. Tu peux toujours la récupérer gratuitement avec le premier lien dans la description. Et aujourd'hui, la charge mentale est en train de baisser énormément aussi quand on voit bah, Ah, on je est suis de pas plus en plus d'accord. assisté. Ah, tu trouves pas?
Bah, simplement, on est bombardé en permanence d'informations. Ouais, c'est À ça. ce moment-là, on est saturé, on est toujours saturé de charge mentale. Aujourd'hui, à partir du moment où tu es obligé de faire l'apologie et de présenter l'ennui comme quelque chose de positif et que tu es obligé de chercher l'ennui, c'est qu'il y a un problème sur à quel point est-ce que tu es bombardé d'informations. Avant, au contraire, on cherchait des informations, on cherchait des choses pour éviter l'ennui, des divertissements, etc. Le but à la base du divertissement, c'est de sortir un peu de l'ennui, d'avoir des activités Ouais. plus stimulantes. Aujourd'hui, on cherche l'ennui. Cette phrase n'est pas normale. Le paradigme, ouais, ça s'est inversé en fait. Le process a été inversé. Mais je pense aussi, ouais, c'est le fait que maintenant, je pense déjà ça touche plus la population plus jeune. Parce que moi, mes Pas parents, ils sont que. pas forcément là-dedans, ou mes grands-parents encore moins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur notre génération, on est un peu tout le temps en mode qu'est-ce qu'on va faire, et surtout quand on est entrepreneur, parce qu'on se dit ok, là j'ai 10 minutes, qu'est-ce que je vais faire, tu vois, et surtout quand tu as des journées chargées, que tu dois faire beaucoup de trucs, tu dois, je sais pas, tourner des vidéos, préparer des scripts, répondre à des clients, écrire des emails, des choses comme ça. Tu te dis oh tiens, là j'ai 10 minutes, je vais écrire un email, et en fait, c'est vrai que en fait, tout le monde est tout le temps occupé parce que ceux qui font pas forcément de business, qui n'ont pas forcément d'activité, qui sont pas forcément impliqués sur des choses, ce temps-là, ils vont le passer sur TikTok ou ils vont sur Netflix ou des choses comme ça. C'est Et je ça. suis pas fondamentalement contre le fait de passer du temps sur TikTok, sur Netflix, mais il faut que ce soit très modéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Faut que ce soit intentionnel. faut que ce soit intentionnel. Oui, parce qu'en plus, sur TikTok, tu peux t'y perdre et scroller pendant 1 heure sans t'en rendre compte. Alors Que moi, ce ça soit pas m'arrive pas, par mais réflexe en mode tiens, genre, ou simplement t'as pas une activité, enfin tu fais pas une activité ouais, intentionnellement, ou du coup par réflexe tu mets ta main dans ta poche, tu sors et t'allumes TikTok. Ce c'est qui est le ça. cas de la majorité des gens aujourd'hui. Et c'est aussi les notifications. Ça, c'est tout le Ouais, temps bon, plein de ça, c'est notifs. encore, c'est encore Je sais pas un ce que autre tu combat. fais, mais moi, personnellement, en tout cas, Aucune Insta, notification. ouais, Insta, j'ai coupé toutes les notifications. Que Insta? Insta, Facebook, même si j'utilise pas trop. Twitter, je les ai fortement limités. Je suis déjà étonné que Sauf que- que t'aies toutes ces applications sur ton téléphone. Ah, bah si, j'ai tout. Bah, de toute façon, même pour poster du contenu, tu vois, obligé. Mais Ouais, mais sur l'ordinateur. non, en soi, Insta, c'est quand même une plateforme que j'aime bien parce que ça permet d'interagir avec les gens. Ok. Mais je fais en sorte même aussi de trouver de l'inspiration, tu vois, pour du contenu. Mais oui, je fais en sorte de pas rester plus de 15-20 minutes sur la plateforme. J'ai coupé toutes les notifications d'Insta. Comment tu fais pour te fixer 15 minutes? Bah en fait je commence enfin en fait comme je sais que j'ai des choses à faire tu vois, au bout d'un moment je dis ah ok je suis en train de scroller boum je ferme tu vois et j'arrive quand même à m'en rendre compte. Quand même, tu paries sur le fait que tu vas être plus fort que Ouais, l'application en termes de volonté. ouais, c'est Chaud vrai que comme c'est pari. dangereux, c'est dangereux. C'est dangereux. Je vais pas te mentir, c'est vrai, c'est dangereux, mais bon, c'est après tu vois c'est une méthode. C'est vrai qu'on peut fixer des temps aussi, mais les temps c'est pas une assez grosse friction. Il va te dire ok rappelle quitter l'appli. Non, tu vois, ça marche pas. La plupart des gens restent Oh, sur t'as l'appli. t'as besoin d'écran. Donc en fait, oui, le temps d'écran, mais sinon, je pense vraiment le truc le plus important, tu vois, pour se débarrasser de son addiction aux réseaux sociaux ou à Netflix ou des choses comme ça. Déjà, c'est pas forcément de tout couper, tu vois, tu peux rester un petit peu, mais c'est d'avoir des choses à Oh, faire, je suis tu pas vois. d'accord. Pour moi, Ah ouais? à partir du moment où t'en gardes au moins un peu, t'as toujours, du coup, même. Enfin, ok, tu vas moins y passer de temps, mais Mm. tu auras toujours l'envie mentale parce que tu sais que tu y as accès un peu par jour. Et Ouais. donc, tu vas souvent y penser en mode tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller dessus, etc. À Mm. compter le temps que tu auras, etc. Bah, quand tu l'as pas du tout, tu te poses juste pas la question. Et du coup, au fur et à mesure, tu l'oublies parce que, bah, dans tous les cas, t'as pas le choix, tu peux pas. Mm. Donc, pose pas la question. Alors que quand tu l'as un peu, ah, t'y penses. Mais toi, par exemple, sur LinkedIn, du coup, tu consommes pas du tout, tu fais que de poster ou tu vas quand même. LinkedIn, alors en plus je développe une grosse aversion à LinkedIn depuis quelques mois, qui Ah. fait que depuis quelques mois déjà je consomme plus rien, je commande plus, parce que Ok, c'est en termes de vues, etc. Ouais, c'est quand même bien de commenter chez les autres, etc. ouais, pareil sur Insta. La majorité des gens qui commentent le font aussi pour être plus visible, faut être très clair. Particulièrement sur LinkedIn où peu de gens commentent, bah, ceux qui commentent souvent, il y a une intention cachée derrière. Ben, en fait, moi, tu vois, je vais commenter des choses sur Insta. En fait, c'est toujours un double intérêt, tu vois. D'un côté, je me dis, ouais, ça peut faire de l'algo, ça peut faire que des gens me découvrent, mais je vais aller commenter des gens intéressants, tu vois, où j'aurais peut-être envie de Ah, discuter même. avec eux, tu vois. Enfin, ouais, c'est ça. Bah, Et ouais, derrière, ok. des fois, je discute avec eux en privé et je me rends compte que c'est des mecs sympas, tu vois. Peut-être que je recevrai un jour sur le podcast aussi, donc, donc Mais, ouais. là, il y a un petit message caché pour tous ceux qui vont voir le podcast, à qui tu parles. Exactement, les gars, envoyez-moi un message. Tu vas contact. envoyer cet extrait directement aux personnes. C'est ça, vous voyez, les gars, envoyez un message, contact@valentin-cordier.ai. Il le fait vraiment en plus. Allez, allez, fort. c'est bon. Mais t'as un point AI? Oui, j'ai un nom de domaine en .ai pour mon. Bon, c'est pas donné, mais ça va, tu vois. C'est pour le branding, je trouvais ça Ok. plus stylé d'avoir un .ai. Et je me disais, de toute façon, vaut mieux avoir ça qu'un mec qui essaye de me le piquer, tu vois, et que derrière se fasse passer pour moi. Donc Ouais, moi, j'ai pris .fr, .com, .ai, Oui, c'est ça. mais j'utilise que le .ai, tu vois, Ok. pour éviter d'avoir. Ok. C'est quand même la protection des. Mais ouais, du coup, sur LinkedIn, bah, non, ça fait quelques mois que je consomme quasiment plus de contenu. Là, maintenant, de temps en temps, où je vais juste être dessus, bah, je vois un post d'un pote ou quoi. Ok, bah, je trouve ça intéressant, je vais commenter ou quoi. Mais Ouais. je me mets aucun truc ou quoi. Genre, je vais pas aller sur LinkedIn de la semaine au-delà de pour poster. Ça va Ok. pas me poser de problème. Alors qu'avant, c'était inconcevable. J'y passais au moins 1 heure par jour, analyser des stratégies, etc. Ça se ressent dans mes stats. Je fais beaucoup moins de stats qu'avant.
mais parce que c'est pas mon intention. Et je suis d'ailleurs en train de réfléchir à potentiellement déléguer une partie du process de création parce que Ouais. je supporte plus cette plateforme. En fait, ça fait 1 an et demi que j'y passe en Ouais. moyenne 1 à 3 heures par jour à penser. J'y pense d'ailleurs plutôt 4-5 heures par jour à Ouais. comment est-ce que je peux faire mieux, etc. À progresser, à analyser mes stats, à analyser mes contenus, à même réfléchir, etc. Et à force, ouais, il y a une sorte d'aversion qui s'est développée. Aujourd'hui, j'ai vraiment du mal maintenant avec même ce format d'écriture, avec tout ça, où bah, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller sur YouTube parce que j'ai grandi avec YouTube, j'avais pas les moyens avant. Oui, Maintenant, bah j'essaie oui. de pouvoir produire cette plateforme. Et où là, le process de création, d'écriture, il est génial. C'est tellement kiffant YouTube, c'est encore autre chose. Et même tu peux faire des podcasts comme celui-ci où à la base tu vois j'avais prévu une liste de sujets et au final on discute, on a juste une discussion normale, Ouais. on se va même pas forcément tu vois sur les sujets que j'avais prévus et justement c'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir une discussion qui est plus naturelle tu vois. Et mais c'est vrai que YouTube c'est pas les mêmes budgets et aujourd'hui pour se lancer sur YouTube et faire de la vidéo longue, il y a quand même des mecs qui l'ont fait avec des budgets plutôt faibles, je Ah, tu pense. peux, surtout avec de l'IA, mais là, par exemple, faire du contenu vraiment quali, Ouais, donc pour vite performer, ouais, soit tu passes beaucoup de temps, soit globalement, je suis en train de regarder pour les monteurs en moyenne, en gros, c'est 1 000 € par vidéo. ouais. Si tu prends un mec qui fait la miniature, c'est pareil, genre 200 €. Non, Euh, miniature je peux avoir pour 50 € sur Comup. Ça dépend, les très bons miniaturistes, ils sont plus chers. Oui, très bon mais Bah ouais, mais c'est ça qui fait la différence, c'est 5% de meilleure qualité qui va te faire 10 fois plus de vues. C'est le après principe des plateformes algorithmiques. la plupart des podcasts que tu vois sur YouTube, c'est quand même des mecs de Comup, tu vois, et des podcasts qui ont très bien performé, mais après ça. Ah, le podcast qui performe très bien, ça dépend ce que tu entends par très bien performé. Pour moi, un podcast qui performe très bien, c'est un podcast qui fait au moins 10 000 vues par épisode. Ouais, Ah, pas tant que ça. ouais, après ça dépend aussi de la fréquence, tu vois. Est-ce que c'est un podcast occasionnel? Est-ce que c'est un podcast toutes les semaines, tu vois, mais. Podcast, c'est différent, parce que ce qui joue le plus au final, c'est les invités, c'est le name dropping. Donc c'est encore autre chose. Ouais, le name dropping, et puis aussi, bah, est-ce que les sujets sont intéressants? Est-ce que. Non, parce Sur que ça ça, c'est ce qui te fait rester. Ouais, Ce qui fait qui va être découvert, surtout sur des plateformes algorithmiques, c'est à quel point est-ce qu'ils donnent envie de cliquer. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, pour ça, le taux de clic, c'est un C'est petit pour peu. ça, pour ça que la miniature est aussi importante. Ah, bah, bien On sûr. sous-estime l'importance de la miniature, que la majorité des gens créent leur vidéo et ensuite réfléchissent à la miniature. Normalement, c'est le process inverse. Bah, en soi, je pense, enfin, vraiment, les deux trucs, tu vois, sur YouTube, c'est taux de clic, watch time, tu vois. Donc, Ouais, sauf exactement. sur les shorts, tu vois, où c'est Exactement. juste watch time. Mais, enfin, watch time plus le nombre de gens qui vont pas se barrer avant 3 secondes. C'est ça. Et d'ailleurs, ce qui est très très bien avec YouTube, et ça d'ailleurs, même tous les créateurs de contenu qui veulent pas forcément faire du YouTube, testez vos Reels, vos TikTok sur YouTube Short. Parce que YouTube Short, dans les datas, tu peux voir le nombre de personnes qui vont scroller avant 3 secondes de vidéo, tu vois. Et ça, Pas du coup, sur les tu autres sur Insta, on peut pas, c'est juste le watch time. Et TikTok, je suis pas trop allé dans le détail, mais je crois pas qu'on puisse, ou alors faut des trucs En spéciaux. termes de watch time, enfin, tu vois sur le temps. Oui, Quoi. tu vois la courbe, mais vraiment YouTube, je trouve ça assez intéressant parce que tu peux Ok. comparer, tu vois, sur toutes tes vidéos et voir, ok, ce hook-là, il a quand même mieux retenu, tu vois. Ok. Et là où l'autre, il a moins donné envie de regarder, tu vois. Donc c'est assez intéressant au niveau data. YouTube, moi, j'utilisais pour ça et aussi bah, pour construire une audience dessus, puisque bah, ce podcast-là, c'est bien, mais s'il y a personne qui le regarde, c'est un peu travailler dans le vent. Donc ouais, pour le coup, c'est intéressant. Je pense qu'on va passer au sujet suivant du coup, puisque je sais plus trop où on était. En fait, on a une discussion Sur qui YouTube, du coup, enfin, sur les différents coups, ça coûte cher, c'est kiffant, mais ça coûte cher. Il y a du coup aussi le script dont j'ai pas parlé. le script. Ouais, Bah alors du coup pour l'instant je vais commencer à taffer dessus seul ou en tout cas accompagné mais pas le déléguer parce que c'est ce qui me fait kiffer aussi. oui, bah oui, Il y forcément. a aussi le tournage, il y a aussi la condition de tournage, le studio. Au final on peut vite monter à des coûts qui sont entre, ça dépend le niveau de production mais entre 2 et 10 000 € par vidéo quoi. Après, oui, ça dépend aussi de la qualité que tu veux faire et C'est ça. de si t'as déjà une audience de base. Tu vois, pour un petit youtubeur qui se lance, il va pas mettre 2 000 € par vidéo. Ah ça dépend hein. Parce que Ouais. je vois justement, parce que j'ai grandi avec YouTube, j'ai passé énormément de temps sur YouTube. Je pense en moyenne, Ouais. sur les 5 dernières années, j'ai dû passer entre 2 et 4 heures par jour sur YouTube en moyenne. Ce qui Ouais. fait un temps énorme. En même au temps, final. YouTube, c'est la nouvelle école, quoi, j'ai envie de dire. C'est ça, même pas que pour l'éducation honnêtement, mais c'est une plateforme tellement géniale, mais bref, j'ai passé énormément de temps dessus, et particulièrement maintenant où j'ai un peu enfin, mon algorithme finalement s'est entraîné naturellement à ça, où j'analyse plus du coup les personnes qui performent de leur première vidéo, ce genre de choses, où je vais tomber sur des personnes comme ça, où dès la première vidéo, bam, 250 000 vues. Ouais. Et d'autres, il y en a plein, toutes les C'est semaines, extrêmement bien travaillé aussi, là. C'est. parfois tu te dis j'aurais pu faire mieux, et elles le savent, etc. Il y a la première retour, mais tu vois, première vidéo, 250 000 vues, ou alors, ou même 15 000 vues. 15 000 vues sur une première vidéo, c'est énorme. C'est Et énorme. ensuite, t'as la quatrième qui fait 200 000 vues, du coup, toutes les autres, elles grossissent à 50 000 vues, et c'est une machine qui est tellement géniale, on sous-estime tellement YouTube. YouTube, non, c'est pas enfin, c'est du long terme, oui, forcément, mais c'est du long terme parce qu'on progresse. C'est comme LinkedIn, c'est algorithmique. T'as une vidéo qui est parfaite, elle va cartonner, même si toutes tes vidéos avant, elles faisaient 500 vues. Oui. Combien de fois est-ce que, pareil, récemment, je suis tombé sur des mecs, ils faisaient 400 vues par vidéo, t'as une vidéo géniale qui pop avec une bonne miniature, avec un bon storytelling. En ce moment, c'est vraiment l'ère du storytelling où tu racontes des histoires. C'est l'énorme trend sur YouTube. Popularisé par Oussama Mais- Hamar, d'ailleurs. Non, En partie. non, absolument pas. C'est Ah, pas je du tout trouve ce type d'histoire. Enfin, du coup, t'as quelqu'un moi, qui je va vois. raconter l'histoire de quelque chose d'autre.
Ok. Par exemple, même simplement l'exemple Hardisk qui fait que ça. Oui. Les vidéos de Squeezie où il raconte, bah tiens, sa dernière, pas longtemps, le pire golfeur de l'histoire est génial. Ouais. Bah, il raconte l'histoire, c'est ça. C'est vraiment Oui. cette grosse trend qui est en ce Mais moment j'ai sur l'impression YouTube. quand même que Oussama Hamar a contribué, en tout cas au moins sur la partie des personnes qui font du business en ligne, tu vois. Ah ouais, mais c'est vraiment de la niche. Oui, Moi, de je la te parle niche. de la trend sur YouTube en général. Oui, c'est parce que moi je Ah, regarde la pareil. niche, tu vois. Mais Voilà. c'est Je vachement pense cool. sur jeux vidéo par exemple où c'est Ego, la niche jeux vidéo, Ego qui à la base était Ego Rocket League, maintenant ça s'appelle juste Ego, qui a lancé une méga trend, qui a montré qu'on pouvait partir de zéro, faire sur ses premières vidéos 500 000 vues, derrière il a publié 15 vidéos, un truc comme ça, il a 500 000 abonnés. Toutes Ouais, ses c'est vidéos énorme. ont au-dessus de 500 000 vues. C'est La plus énorme. grosse a 2 millions de vues. Et il a montré, il a rajouté, carrément, il est venu avec un nouveau style de storytelling. Aujourd'hui, t'as quasiment une chaîne de jeux vidéo qui sort par semaine, dont la première vidéo fait 200 000 vues. Parce qu'il reprend le même style, comme The Great Review, comme Combo aussi dans ce style-là. Il y a une énorme trend et ça me mindfuck parce que c'est ça, tellement c'est énorme. génial. La puissance de YouTube, c'est algorithmique. Tu fais un bon contenu, il cartonne, c'est tout. Il n'y a pas plus de règles. Et c'est vrai sur tous les réseaux, c'est vrai aussi sur TikTok, sur Insta, sur Pas LinkedIn. tous les réseaux. Là, c'est Twitter, vrai un sur peu les moins. réseaux algorithmiques. Oui, Tu fais la meilleure newsletter du monde, oui. bah, personne va la voir Mais si ça, c'est un jamais t'as réseau pas une privé, audience. ça, c'est. Bah, c'est un réseau. Oui. T'as dit tous les réseaux. C'est pareil pour le podcast, tu fais le meilleur Sûr. podcast du monde, si t'as pas le Évidemment. moyen de le diffuser, t'as du bouche à oreille, mais ça va être Oui. un peu long. C'est l'exemple de Snowball. Snowball qui est une très très bonne newsletter, qui est vraiment extrêmement quali, qui est je pense la meilleure que je connais sur les finances, et potentiellement l'une des meilleures tout court. Ok. Bah, ils sont très gros aujourd'hui, je crois 60 000 abonnés, mais ça a mis énormément de temps parce qu'il n'y a pas tant de canaux de diffusion plus classiques. Alors, Johan Lopez, du coup, qui est le créateur, c'est un peu sur LinkedIn, c'est un peu sur d'autres plateformes, mais c'est que du bouche à oreille. S'il avait fait de la diffusion en plus, peut-être qu'aujourd'hui il serait à 400 000 personnes. Ouais, Enfin, et c'est- puis il pourrait faire des shorts aussi avec les podcasts. Bah, par exemple, ce podcast-là, on va le shorter, quoi. Du coup, ça va permettre sûr. aussi de faire connaître un peu plus la vidéo et Bien sûr. de rediriger aussi les gens vers cette vidéo longue. D'ailleurs, si toi qui regardes cette vidéo, eh bien, tu l'aimes bien, n'hésite pas à mettre un like pour qu'on atteigne les 500 000 vues, comme le dit Théo. Une bonne technique de youtubeur, ça. Technique de youtubeur, tu Ah, vois. 500 000 vues sur du podcast, c'est chaud. Les Ouais, non, plus c'est gros, chaud. surtout sur la niche business, bah, c'est sans permission. Ouais, Ils en ont fait quelques-uns à 300 000 vues, Ouais. mais pas plus. ouais, c'est vrai. Mais déjà, si on pouvait faire 10-15 000 vues, ce serait pas mal C'est pour un déjà premier énorme. Sur la podcast, niche ce serait niche déjà énorme. business, c'est déjà énorme. Parce que surtout les vues de podcast, ça vaut beaucoup plus cher. On sous-estime, Oui. on n'y pense pas. Hein. J'en parlais avec mon producteur sur un podcast justement il y a pas longtemps. Les vues de podcast, ça peut monter à quelque chose comme 18 euros les 1000 écoutes. Ouais, c'est assez C'est énorme. démesuré. Et en fait, au-delà, tu vois, de nombre de vues, c'est sûr qu'il y a la valeur de la vue. C'est-à-dire qu'une vue TikTok, Pour contre rien. une vue de podcast, le ratio, ça peut être 10 000 vues TikTok valent même pas une vue de podcast. Et en Ouais, fait, ça dépend aussi de la niche, Ouais, tu vois. quand même, là, mais ouais. Ouais, et même, ouais, enfin, ça dépend, tu vois. Si vraiment la vidéo est ultra broad, Non, que, c'est vrai, tu tu vois, vois. entre un podcast business ou une vidéo de divertissement, ouais, c'est à peu près le rapport. Et ouais, en fait, il n'y a pas forcément de ratio et ça dépend aussi de la niche. C'est-à-dire que même on l'a vu sur YouTube, toutes les personnes qui faisaient des vidéos sur la finance, tu vois, bah leur pub, leur revenu par 1000 euros, ils vont peut-être gagner 8, 9, 10 euros les 1000 vues. Ouais, Alors largement. que quelqu'un voire qui va plus. faire du divertissement, il sera sur 1, 2, 3 euros les 1000 vues, tu vois. Moins, hein, mais ouais. Ouais, ça dépend des Ah, ça créateurs, dépend, quoi. ça dépend. Ça dépend des créateurs. Ouais. Bon, bah depuis tout à l'heure, on parle pas mal de création d'audience, mais je pense qu'on va pas mal, on va peut-être repasser un petit peu sur le sujet de l'IA, parce qu'à la base, c'était nos spécialités. Du coup, on avait un sujet dont je t'avais un petit peu introduit la question tout à l'heure, mais qu'on Ouais. n'a pas forcément répondu, c'est pour ou contre l'utilisation de l'IA dans les écoles, puisque tu es étudiant, moi Ah, aussi, ouais. et on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ChatGPT Il dans veut les faire du écoles. clivant, lui. On va faire des shorts. mais oui, je voudrais avoir ton avis là-dessus pour. Ouais. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que l'IA, c'est un outil extrêmement puissant qui amène une révolution industrielle. La quatrième. Peut-être. C'est extrêmement puissant et le refuser, c'est comme les personnes qui le refusent, c'est comme les personnes qui refusent Internet il y a 20 ans. Ou les réseaux sociaux, ou tout Les ça. réseaux ouais. sociaux, encore, les réseaux sociaux, c'est moins important, ça touche moins de monde quand Ça même, ça dépend, touche énormément de monde, mais pas autant. Là, faut se rendre compte que Internet, globalement, toutes les personnes qui voulaient pas aller dessus, globalement, ouais, qui avaient un Mis la business clé qui sous était la touché porte. par ça, bah voilà, en fait, t'as juste pas le choix de t'adapter. Aujourd'hui, refuser l'IA, c'est comme dire, ok, je suis par exemple une entreprise de fabrication low cost européenne, il y a mes concurrents qui sont en Asie, qui font 20 fois plus de, qui font les mêmes, qui payent 20 fois moins pour avoir le même résultat. Et non, je vais garder dans les mêmes principes, je vais garder le même prix, le même positionnement, et je me dis, dans tous les cas, ça va passer parce que, je sais pas, j'ai pas envie, je vais pas le changer. Ouais, en fait, c'est un petit peu comme si tu c'est- avais une entreprise agricole qui serait encore envoyé des agriculteurs à la main pour dans les champs et c'est tout. ça. Quoi. En fait, c'est juste idéaliser la capacité, la volonté humaine. Et non, enfin, à part si on change, ok, il y a des positionnements qui sont possibles en mode, tiens, justement, mettre en avant le fait que c'est fait à la main, que c'est de l'artisanat, etc. Ça existe. Mais vouloir juste refuser ce qui se passe en disant, non, je vais pas changer parce que c'est comme ça, j'ai pas envie de changer, en fait, c'est juste être con. En fait, oui, je pense qu'il y a aussi.
des habitudes, tu vois, qui se créent. Et en fait, aujourd'hui, de plus en plus dans le monde aujourd'hui, où les choses vont de plus en plus vite, hein, tu vois, il y a des révolutions. Ouais. On parle de blockchain, on parle d'IA, on parle de métaverse. Alors, je suis pas forcément pour tout, tu vois. Attends, chez les Il y a- termes, là, t'as perdu une bonne partie de l'audience. Ah, encore une fois, alors, T'intégreras la on définition. intégrera des définitions. Donc, il y a pas mal de révolutions. Elles sont pas forcément toutes utiles. D'ailleurs, c'est exactement ce que je disais dans le mail d'hier. Mais elles vont être utiles pour certains business, tu vois. Par exemple, un agriculteur, la blockchain, bon, il s'en fout, tu vois. Ouais. Maintenant, Parce que la blockchain, c'est tout petit. Enfin, c'est un nouveau domaine qui est hyper ouais, intéressant, mais c'est relativement tout petit. C'est pour ça surtout que tu pour la parlais des finance, réseaux. pour l'art, pour le. Ouais, tout Voilà, ça. les Mais réseaux d'agriculteurs, ils s'en moquent un peu. c'est ça. L'IA, c'est pour ça que c'est une révolution industrielle, bah, c'est que ça touche tous les domaines. Exactement, ouais. Et ça va être C'est beaucoup comme moins la niché. robotique, enfin d'ailleurs c'est pas mal lié à la robotique, c'est passionnant. La robotique, on sous-estime énormément la robotique, on pense Ouais. que non, les robots, il n'y en a pas encore, etc. Bah, c'est juste qu'on n'a pas le besoin en Europe. En fait, en Asie, Oui. ils ont le besoin parce qu'ils ont moins de jeunes. Bah, t'inquiète pas que les robots, il y en a Ouais. beaucoup. En Europe, on va avoir aussi de moins en moins de jeunes hein, quand on voit la démographie. Ah, mais qu'on c'est voit- progressif. Ouais, mais pour moi, dans 20 ans, on a des robots partout. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas le besoin, du coup, on ferme les yeux. Après, Oh, ça voilà, n'existe pas. on peut se dire est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise chose, mais moi, en fait, le truc, c'est que C'est pas le débat, c'est voilà, là, dans c'est tous les cas. exactement ça, c'est pas le débat. En fait, c'est des choses qui sont là aujourd'hui, et en fait, bah, soit tu les acceptes, t'en tires profit, soit tu les refuses, et bah, tant pis pour toi, quoi. Bah, tu restes en arrière, en fait, c'est tout. C'est juste. On peut. Ok, c'est peut-être néfaste. Honnêtement, on sait pas vraiment. C'est comme. Voilà, il y a différentes choses. On Il y sait aura pas des si c'est choses néfaste ou néfastes. pas. Il y a des effets. Il y aura forcément des effets néfastes, mais on sait pas si. Ok, est-ce que le fait d'avoir intégré l'IA à la société humaine est une bonne chose ou pas? Concrètement, voilà, c'est d'un point de vue objectif. Bah, déjà, on peut pas forcément le savoir, mais dans C'est tous pas les cas, encore assez, ouais. même si c'était négatif, on ne pourrait rien faire contre. C'est pas nous à notre petite échelle, même les grosses puissances ou quoi, on ne peut pas. Enfin, personne n'est capable aujourd'hui d'arrêter l'évolution, d'arrêter le changement. Et vouloir l'arrêter, bah c'est juste se dire en mode bah tiens, je vais arrêter un tsunami à la main. Il y a un tsunami, non, je vais mettre devant, je vais mettre ma main devant. Le La pouvoir main de d'amitié Dieu. va faire que je vais l'arrêter. Bah non, à un moment, tu vas juste te faire embarquer et tant pis pour toi. La Quoi. main de Dieu. C'est ça. Mais, donc, mais oui, c'est clair. D'ailleurs, c'est aussi au niveau de l'Europe. Tu vois, je sais qu'ils justement ils se sont vantés d'être les premiers à réguler l'IA. Et là, je me suis dit, mais les gars, ça fait peur de se vanter de ça quand même. ouais, c'est ça. Genre, les gars, faudrait plutôt être les premiers sur l'innovation de l'IA. Et heureusement, on a quand même des boîtes françaises. Bah, je pense à Mistral qui a récemment sorti un premier modèle. Ah, Je mais me elles dis, se barrent toutes de heureusement, France. heureusement qu'on a Mais c'est ça. partout de France. Ouais. Hugging Face, c'est français à la base. Hugging Face, c'est ouais, c'est franco-américain, C'est mais fait- ouais, mais c'est fait quand par même des Français. C'est fait Mais par ça, des ça part aux Français. États-Unis parce qu'il n'y a pas d'argent en France. Et Et qui aussi parce sont. que le cadre réglementaire est trop rigide et trop. Alors, bah, tu peux pas- ça peut être intéressant de créer un safe place, etc., justement qui se protège des IA, mais aujourd'hui, t'es l'Europe, t'es censé être une terre d'innovation, censé être une terre puissante, bah t'as pas envie d'avoir le positionnement en mode, justement, Ouais. les vieux, enfin, tu prends vraiment le positionnement dans ce cas-là des vieux qui se protègent des changements, etc., et qui sont là pour accueillir les personnes qui ont pas envie de changer. Ouais. C'est un peu con, quoi. Et ce qui est dommage aussi, c'est peut-être aussi que ceux qui régulent ne connaissent pas assez bien l'IA, quoi. Ça, c'est normal, ça, c'est. Faut pas. Pour moi, on Après- surestime énormément. On attend des politiques, par exemple, qui connaissent tous leur sujet. Il faut se Oui, rendre compte que ils peuvent pas tout connaître. les politiques, par exemple, enfin les ministres bougent. Tu ne deviens pas ministre de l'économie parce que tu te connais en économie. Ou pareil sur l'éducation. Simplement, il faut regarder les changements qui se passent. Enfin, tu passes de l'intérieur à l'économie, à ce que tu veux, ou à l'éducation, etc. Parce que ton rôle en tant que politique, c'est pas de maîtriser ton sujet. Tu as des conseillers pour ça, tu as des experts, tu as des lobbies, malheureusement, mais c'est aussi le rôle des lobbies de conseiller là-dessus. Ton rôle, c'est de savoir prendre une décision. D'ailleurs, c'est pas souvent toi qui prends la décision, mais savoir, Oui. de justifier une décision et d'être capable de l'expliquer au public. C'est ton seul rôle. Et d'avoir une bonne image, parce que c'est le rôle. Aussi, ouais. Voilà, c'est le rôle. Et Ouais, de c'est surtout du maîtriser show, ton quoi, seul. la politique, mais derrière. C'est ça. Et faut qu'ils soient faut pas accompagnés, attendre des politiques qui maîtrisent leur sujet, c'est pas leur rôle en fait. C'est Mm. pas leur travail. Donc il faut qu'ils soient accompagnés par des experts. Alors C'est ce après, qui- c'est le cas. je pense que c'est le cas. Ils Hein, sont voilà, accompagnés par des heureusement conseillers, d'ailleurs. par les lobbies, c'est le rôle des lobbies aussi. Mm. Les lobbies, ok, ça influence, Ouais. mais c'est aussi apporter un regard de personnes qui sont réellement dans le milieu. Alors du Mm. coup, à leur avantage, dans ce cas-là, on peut parler d'intérêt général. Si tous C'est les vrai. lobbies jouent pour leur intérêt, le problème c'est que t'as des lobbies parfois qui sont l'un contre l'autre. Mais c'est juste une question de qui a la plus grosse. Et après, ça dépend aussi, tu vois, si tu prends la théorie de la main invisible d'Adam Smith, est-ce que le bonheur de quelqu'un, enfin l'intérêt de quelqu'un concourt à l'intérêt général ou est-ce qu'il concourt pas à l'intérêt général? Et bon, après, ça, c'est une question question. en politique. C'est politique et ça dépend aussi du sujet, donc c'est assez Philosophique facile. d'ailleurs. Mais... Et ouais, en fait, moi, tu vois, ce que j'ai peur un peu avec l'IA, c'est que ce soit bah, les États-Unis qui innovent, OpenAI, Anthropic, Ah, etc. on sous-estime un peu La vie, hein. Chine qui suivent, tu vois, et qui Vas-y. derrière copient, un peu comme ils l'ont fait avec TikTok sur les réseaux sociaux, Ouais. et que derrière, Et l'Europe Moyen-Orient aussi. régule, tu vois. Moyen-Orient qui justement mise pas mal là-dessus pour se développer au-delà du tourisme et du pétrole. Israël qui était, bon maintenant on connaît la situation d'Israël qui est un peu compliquée, mais Ouais. Israël qui avant ça était aujourd'hui le pays qui investissait quasiment le plus dans l'IA et Et qui aussi dans la devenait une cyber, terre de développement d'IA mais absolument dingue. Et c'est Ouais. exceptionnel ce qui se passait en Israël avant la guerre, etc. Mm. Ce qui se passait au niveau de l'IA, c'était exceptionnel. Ouais, et au final, Pareil, en Arabie Saoudite qui est en train d'essayer de devenir un leader mondial au niveau de l'IA, d'investir énormément. J'ai des amis, par exemple, Mister IA, qui Ouais. font du consulting. Bah, ils ont pas mal de personnes qui les appellent finalement en Arabie Saoudite parce que bah, y a beaucoup d'argent qui est mis là-dedans, etc., qui veulent se développer là-dessus.
L'Europe risque forcément d'être en retard et les États-Unis sont OK, sont toujours une terre d'innovation. Il y a beaucoup de gens, c'est là où historiquement il y a le plus d'entreprises et de boîtes. Ouais. Je sais pas forcément si ce seront eux qui vont gagner la bataille du 21e Ouais, siècle sur c'est l'IA. pas sûr, c'est vrai, c'est pas sûr. Mais en tout cas, Parce qu'il n'y a pas l'Europe que est mal l'IA, il y a la partie quand même. robotique. La Oui, il y a la robotique, robotique. l'Asie prend énormément d'avance, même Ouais. si Musk essaye de quand même de. Voilà, il y a, Avec Tesla, ouais. avec, ouais, Les même avec robots les robots. Tesla. Il y a du coup le transhumanisme, où pareil, l'Asie prend beaucoup d'avance, même s'il y a Neuralink, même s'il y a différentes choses, bah, suffit de voir les régulations. Ça ne m'étonnerait pas qu'en Asie on n'en parle pas, mais il y a déjà pas mal de tests qui soient faits en secret, du coup au niveau du transhumanisme. Et le quatrième, je sais plus c'est quoi, mais globalement c'est 3 plus un quatrième, j'oublie le nom, je sais pas s'il te revient en tête. Donc robotique, IA, transhumanisme, cybernétique, voilà, c'est Cyber, cybernétique, c'est-à-dire, c'est les objets. niveau de la technologie globalement. Ouais, ok, d'accord. Qui rentre pas, enfin finalement, l'automatisation, etc., ça peut rentrer plus dans la Ok, cybernétique. tout ce qui est un peu ouais, Voilà, robotique, même mais la technologie, genre maisons la connectées, physique des quantique par choses comme exemple, ça. ça Ok, rejoint la ouais. cybernétique. Ah oui, la physique quantique, ça c'est un truc, personne n'en parle pour l'instant, mais quand Les ça va arriver, ordinateurs ça va quantiques, faire c'est une mal. dinguerie, Ça va faire mal. c'est exceptionnel, les ordinateurs quantiques. Google C'est commence un peu à monstrueux. vraiment s'en servir, c'est complètement fou. Après, je sais pas, je pense qu'on n'aura pas forcément d'ici 1-2 ans. Je pense qu'en fait, là, sur ces 5 Non, prochaines années, c'est tu un vois, on va enjeu sur avoir. 10, 20, 50 ans. Ouais, je pense qu'en fait, là, tu vois, le calendrier un peu, ça va être sur les 5 prochaines années. Tu vas avoir pas mal d'IA qui vont se développer, beaucoup de nouveaux outils, des outils spécialisés. Ouais. ChatGPT, je pense que ça va devenir un peu l'outil généraliste grand public qui va permettre de faire plein de tâches. Ça, derrière, peut-être un autre, mais là, je t'auras parle plus à des une échelle outils spécialisés. macroscopique entre les pays, justement, au niveau sur 5, 10, 20 ans, en termes de Ouais. géopolitique. Oui, en termes géopolitiques. Mais moi, je pense que si on prend une échelle de l'innovation, tu vois, on va avoir là, sur les 3-4 prochaines années, ouais, pas mal d'IA, donc des IA très spécifiques, tu vois, pour résoudre des tâches très précises, Ouais, et des IA généralistes comme ChatGPT, tu vois, qui veut s'imposer un peu comme le leader, ouais. et qui va être un peu l'outil à tout Ah. faire, tu vois, pour accomplir tes tâches En sur ton fait, je suis navigateur. pas forcément d'accord. Je pense pas que l'outil, enfin l'IA va pas tant se développer sur les outils, il va se développer dans l'intégration. C'est Comme ça, ouais, le aussi, ouais. téléphone aujourd'hui, ce qui est vraiment pertinent avec le téléphone, c'est que il est partout et on s'en sert partout et on réfléchit même pas, on se dit pas ok enfin, ça paraît normal, on se pose la question de comment est-ce que je ferais sans monter, on se pose même pas la question. Oui. Heureusement qu'il est là, enfin il est toujours là. Bah, Alors aujourd'hui, que- tu vois, là, je l'ai pour la liste voilà. des questions des Alors sujets. qu'à Au cas où, 25 ans, faut, c'est ça, on s'en servait pas du tout. Et Ouais. pour moi, l'IA, c'est en train de se développer pareil. On voit Google qui intègre partout, Microsoft qui intègre partout dans ses différents outils, dans ses ordinateurs, etc. Apple qui veut faire pareil, qui veut l'intégrer dans tous ses différents produits, etc. Sans mentionner le mot IA d'ailleurs. Oui, ça, c'est très fort. Mais l'enjeu de l'IA, c'est de réussir à l'intégrer pour que ça devienne un indispensable dans notre vie, sans Ouais. même qu'on s'en rende compte. Pour moi, d'ici 10 ans, tout le monde se sert de l'IA et ça devient juste normal en C'est fait. ça. C'est juste qu'on va pas s'en rendre compte. Aujourd'hui, l'IA est déjà partout, dans toutes nos interactions avec les entreprises, et elle va bientôt devenir partout dans toutes nos interactions, notre vie simplement entre nous, entre consommateurs. Ouais, et puis je pense en fait, tu vois, que là, sur les prochaines années, du coup, l'IA va se développer, va s'intégrer, et que derrière, on Ouais. va quand même avoir une sorte de limite, tu vois, en termes de hardware d'ordinateur, et que le quantique, ça va permettre d'aller encore plus loin. Oh, la limite. Et après, Ouais. La limite, elle est pas technique, elle est philosophique ou aussi, politique. ouais, de régulation. de ce Honnêtement, qu'on les est prêt limites à laisser techniques, à on l'IA. les dépasse tellement vite, ça va de plus en plus vite. C'est pas ça qui m'inquiète. Hein. Ouais, mais je pense que quand même, le quantique, ça va être ce qui va permettre d'aller encore plus loin, tu vois, sur l'IA, de Bien faire des sûr. calculs encore plus forts, et peut-être d'atteindre l'AGI. Je sais pas trop, toi, ce que tu penses Je par pense rapport à pas. ça. Techniquement parlant, c'est juste, on n'est même pas capable de comprendre comment fonctionne la conscience dans le Ouais. cerveau. Donc, avant d'être capable de la recréer, surtout en fait, l'AGI, enfin l'intelligence artificielle générale. Donc, pour expliquer rapidement, ce serait simplement une intelligence artificielle qui aurait conscience d'elle-même, qui serait capable d'avoir finalement d'être capable d'un peu tout faire, d'apprendre, etc. Mais de Ça manière n'existe pas consciente. aujourd'hui d'ailleurs. Non, Ouais, c'est à aujourd'hui, préciser. Hein. Aujourd'hui, les IA, c'est simplement des différents processus, différents codes qui interagissent entre eux, des neurones. On va pas faire tout un cours du coup sur les réseaux de neurones, etc. Mais simplement différents neurones, différents trucs très précis qui interagissent entre eux. Mais concrètement, on n'est pas capable de comprendre comment fonctionne la conscience dans le cerveau. On a quelques idées, quelques hypothèses, on comprend certaines choses, comment est-ce qu'elles fonctionnent, les neurones, les synapses, etc. Mais c'est juste des informations électriques. Mm. On ne sait pas d'où vient la conscience, on ne sait pas, ça se trouve les IA sont conscientes dans la forme dont on le définit et on s'en rend pas compte. Mm. Et donc on serait, enfin, mais après, théoriquement non, et techniquement parlant non. Mais donc on n'est pas capable de recréer la conscience. Déjà techniquement parlant, on n'a pas les technologies, la puissance de calcul nécessaire pour, ça coûterait beaucoup trop cher. Ouais, c'est ça. Ensuite on n'en est pas capable parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'est la conscience, mais surtout on n'a aucun intérêt à le faire. Mm. L'intérêt d'une Bah IA, oui. l'intérêt pour les entreprises, c'est de créer un ouvrier parfait qui ne se plaint pas, qui bosse 24 heures sur 24, qui n'a pas besoin d'être nourri, qui n'y a pas de syndicat, et qui justement ne réfléchit pas. Et ouais, c'est Pourquoi vrai. lui donner une conscience? Oui, Ça c'est n'aurait... sûr. Quel serait l'intérêt? Oui, en fait, oui, parce que si l'IA, elle commence à dire, ouais, mais moi, je vais te payer, tu vois, ouais, c'est sûr, mais après, bon. Ensuite, il y a Ça, une ça question, et surtout, il y aura une question de droit, il y a une question voilà, beaucoup plus Mais en tout philosophique. cas, je pense que, ouais, en tout cas, dans l'IA, ça va aussi, je pense, travailler, enfin, les personnes qui travaillent dans l'IA vont travailler avec les personnes qui font des neurosciences aussi, pour peut-être essayer de plus comprendre le cerveau, et peut-être que,
avec l'IA, déjà, on sait que ça va faire des progrès en médecine, par exemple pour le traitement du Ça cancer, fait pour un la moment détection. déjà. Oui, ça fait un moment, mais On sous-estime énormément à quel point ouais. l'IA, ça fait déjà un En moment que fait, ça se ouais, ça développe. fait Hein. déjà un moment que c'est avec nous, mais c'est juste que ChatGPT a contribué à rendre le truc populaire parce que c'est la première fois que Bah, c'était dans t'es là et l'ombre en tu fait discutes avant. avec une IA, quoi. Ouais, Bah, en soi, oui, enfin, moi, tu vois, j'utilisais déjà ChatGPT avant sa sortie, je pense sur que le toi playground. aussi, avec, ouais, voilà, le Playground ou même des outils, tu vois, des SaaS qui utilisaient GPT-3 ou des trucs comme ça. Et en fait, j'ai vu le truc arriver et je me suis dit, putain, ce truc-là, ça va changer le monde. Mais pas tout de suite, tu vois, je pensais genre 2 3 4 ans. Et en fait, Ok. 3 mois après, je vois, Ça change pas le boum, monde. Hein. ChatGPT, tu vois. Ça va changer le monde, enfin ça change progressivement le monde en fait. Ouais. C'est comme les nouveaux iPhones en fait. Chaque année, Mm. le nouvel iPhone, il y a quelques micro-modifications. Pourtant, Mais sur le long terme, ouais. quand tu regardes entre un iPhone et genre 3 générations plus tard, bah, ça n'a rien à voir, c'est pas le même Bah, produit. ouais, entre le 13 et le 15, tu vois, il n'y a pas forcément de différence. Là où entre le 10 et le 15, oui, c'est sûr que t'as. Ouais, euh, même entre le 10 et le 14, par exemple, t'as énormément de différences, de Ouais, changements. Alors que oui, entre une ou deux générations, parce que ouais, c'est les micro-innovations qui changent un peu, mais c'est sur le total où au final ça fait vraiment une grosse différence. c'est vrai. Mais moi, je pensais plus en termes de hype, là où l'IA, en fait, tu pouvais créer Ah un compte il y ouais. a 2 ans sur l'IA, ça aurait pas forcément marché. Là où aujourd'hui, c'est plus un sujet hype. Ouais, mais Je la pense hype que pour ça moi a c'est pas une contribué. bonne chose. Quand tu regardes la hype, ça crée juste des bulles en fait. Tout ce que ça fait aujourd'hui, c'est que du coup les valorisations dans l'IA sont complètement démesurées, que entre 2 et dans 5 ans, ça va tout, enfin tout va péter, et du coup toutes les valorisations vont baisser, les gens Bah, vont tant mieux. critiquer l'IA et ça va revenir d'ici probablement d'ici entre 5 et 10 ans. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que du coup, il y en a qui se disent peut-être qu'aujourd'hui, ils ont raté la vague de l'IA et que ce soit pour Bah, investir en bourse, soit sur des actions sur faut se l'IA ou rappeler même la de bulle s'y mettre. Internet. Hein. Internet, ça a Et apparu en 90, globalement, ça s'est ouais, voilà. vraiment développé en 2000, après les années 2000. Bah, si tu regardes, c'est vrai, les actions, tu vois, au top de 2000, en tout cas les actions américaines, que tu regardes par rapport à aujourd'hui, on dit, ok, il y a peut-être eu moins 80% à un moment, mais enfin, ça a tellement explosé que derrière qu'en fait, même si tu avais acheté au top, bah, c'était ridicule par rapport à aujourd'hui. Et ouais, l'IA, je pense qu'on est là-dessus aujourd'hui. Mais après, tu vois, en termes de commencer à intégrer l'IA dans son business, je pense que le meilleur moment pour se lancer, c'est comme pour lancer un business, c'est maintenant. C'est pas d'attendre. D'ailleurs, c'est ce que disait aussi Napoleon Hill, tu vois, dans son livre, ne jamais attendre le bon moment parce qu'il vient jamais et tu l'attends et il se passe rien. Ouais, après, enfin justement, j'ai un conseil là-dessus, c'est que faut Ouais. pas chercher à. Pour vraiment intégrer sur du long terme, ça dépend. Si tu veux vraiment genre les trucs très court terme ou pas, mais sur du Oui, long terme, faut pas chercher à intégrer genre les trucs qui viennent de sortir. Par exemple, les différents tests, enfin les différents modèles expérimentaux sur GitHub ou des trucs comme ça. oui, oui, C'est c'est pas sûr. intéressant de les intégrer sur très court terme. Le mieux, c'est d'attendre 2 3 mois, peut-être parfois plus, le temps que ce soit vraiment stabilisé, que les bugs sont Ouais, corrigés, etc. Un peu comme la sortie des jeux vidéo AAA. ouais, Aujourd'hui, ça devient normal qu'une sortie, il y a plein de bugs. Et qu'il oui. faille attendre les différents patchs, il Après, faille je joue attendre les plus aux jeux différentes vidéo, ouais, modifications, 6 mois, 1 an après, où là, ça devient vraiment un très bon produit. C'est D'accord. pareil sur l'IA. Pour l'intégrer aujourd'hui, intégrer un outil sur du long terme, sur plusieurs années, bah, vaut mieux attendre un moment. Et ChatGPT, bah, c'est cool, ça fait quelques années que c'est sorti, donc on peut vraiment s'en servir. Là. Toujours des évolutions. Mais par exemple, la GPT Vision, Oui. ok, qui vient de sortir, il y a plein d'usages très cool. Avant de l'intégrer dans son business, en voyant vraiment quels cas concrets sont utiles et il faut vraiment gagner du temps sur Mm. du long terme, il va falloir attendre bien un, Bah, 2, 3 mois pour qu'on ait vraiment les. Ok, une fois que c'est passé, une fois que la hype est passée, quels sont les vrais usages utiles? Bah, moi, en vrai, j'ai commencé à pas mal le tester et pour l'instant, j'ai trouvé surtout des utilités au niveau du développement. C'est-à-dire, enfin, tu vois, par exemple, sur ton site, Ok. tu vois, pour corriger des bugs ou des trucs comme ça peut être pas mal. Et en fait, moi, c'est même ce que j'ai testé, c'est un truc que j'ai vu aux États-Unis et que j'ai réessayé de mon côté, c'est de prendre la calculatrice iPhone, tu vois, lui filer l'interface et lui dire, code-moi la calculatrice iPhone. Oui, D'ailleurs, j'ai fait un post LinkedIn là-dessus. Et en fait, oui, ça marchait, tu vois, c'était fonctionnel. Alors, ok, c'est pas un jeu triple A, tu vois, mais ça veut dire que, tu sais, pour des petites missions en web design déjà ou des petits trucs, bah, t'as plus forcément besoin de quelqu'un, d'un codeur ou ouais, quoi. mais c'est du tout petit. En fait, ce C'est du sera pas. petit, ouais. C'est du cas Aussi. très précis. Moi, ce qui m'intéresse du coup dans ces outils-là, c'est de voir après 1, 2, 3 mois Ouais, quels sont les vrais usages intéressants pour les business déjà en place. ouais, Comment ça peut vraiment impacter un peu ou beaucoup ouais. ce qui existe déjà. Et je crois Pas que les petits ça. cas, ok, les petits hacks sympas, Oui, c'est drôle, ça fait une newsletter, ça fait un post. C'est pas ça qui va vraiment changer les choses. ouais, c'est vrai. Mais d'un autre côté, GPT Vision, tu vois, en fait, il est sorti il y a quelques mois sur ChatGPT, mais je crois qu'il était déjà dispo avant sur Snap, parce que Snap avait intégré MyAI et il me semble qu'il Ah, pouvait c'est lire les snaps. différent. Après, oui, là, tu vois, c'est une solution grand public qui, pour le coup, n'a pas forcément contribué à glorifier l'IA, parce que beaucoup de gens voulaient le supprimer, tu vois, dans le sens où bah, c'était intrusif, t'étais obligé de l'avoir en haut, et en fait, bah, tout le monde s'en fout, tu vois, d'avoir une IA sur Snap. C'est pas forcément une. Enfin, en tout cas, un chatbot, c'est pas forcément une intégration qui était hyper smart. Là où, bah, dans un support client, là où. Bah oui, pour répondre à des emails ou même bah, pour s'aider, pour générer du contenu ou des choses comme ça. Alors, je dis pas qu'il faut copier-coller ce qui était sorti par ChatGPT, tu vois, mais pour trouver des idées, pour faire de la Non, recherche, avoir tu des gagnes du temps. pistes, des trucs comme ça. Bah là, du coup, en fait, il faut voir vraiment comment ça va être utile et pas forcément faire de l'IA parce que c'est de l'IA et ah bah tiens, c'est cool, je veux l'intégrer, mais se dire comment je peux faire et là, du coup, quand je sais comment faire, bah là, en fait, quel gain j'y ai, quel bénéfice dans mon métier précis, tu vois, et dans mon activité précise et pas forcément sur un truc ultra broad, tu vois. Ouais. Après, je pense, ouais, on va passer au sujet suivant du podcast. Aujourd'hui, C'est-à-dire. il est 27, donc on a encore pour un quart d'heure, je pense à peu près.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une question qui se pose beaucoup au niveau de l'IA, c'est au niveau des emplois. Et on peut voir aussi ces dernières années des gens, notamment sur les réseaux sociaux, qui se vantent un peu d'avoir un travail où ils font pas grand-chose, par exemple dans des startups, tu vois. Et ça a été théorisé, tu vois, par un livre qui s'appelle Les Bullshit Jobs. C'est un peu des gens qui iraient au travail pour aller à la piscine, pour prendre des belles vidéos, pour montrer comment c'est trop cool la vie dans l'entreprise. Alors je sais pas si ça se passe vraiment comme ça dans les boîtes, mais des fois ça peut être des sujets à question. Et est-ce que toi tu penses que l'IA, ça peut faire en sorte que ça puisse faire en sorte de contribuer à ça et que du coup peut-être que dans 5 ans on ait des personnes qui soient employées en fait pour représenter l'entreprise mais qui en fait vont travailler 2 3 heures par jour et derrière ça va être sympa, on va jouer au baby-foot avec les copains pendant le travail et l'IA elle travaillera sur le reste? Ou est-ce que tu penses qu'au contraire ça va supprimer plein d'emplois et peut-être bien sûr en créer des nouveaux, tu vois, mais est-ce que ça Hmm. va plus avoir l'effet on va virer les gens ou est-ce qu'on va les garder mais comme ambassadeurs des entreprises et avoir entre guillemets des bullshit jobs, tu vois? Alors déjà, tu peux t'amuser, etc., tout en travaillant beaucoup. Je prends l'exemple de Wallaxy. Ouais, Je sais pas si tu connais, oui, qui est bien une sûr. boîte justement fait par pareil, un ami de son nom Gorget, je sais jamais comment dire son nom de famille, où ils ont une piscine à boules, où ils ont des toboggans, ils bossent parfois enfin, dans des fauteuils massants, en pyjama, enfin bref, C'est la belle vie. ouais, mais en même temps, ils bossent beaucoup, et je sais que les Ouais, salariés là-bas voilà, bossent beaucoup, ils ont sont du très mérite aussi. efficaces, et c'est absolument pas des bullshit jobs, Oui, bien d'ailleurs, sûr. ils génèrent pas mal de chiffres au Oui, final, et bien sûr. ça montre qu'on peut concilier les deux, et c'est un nouveau modèle d'ailleurs enfin, de management, etc., de manière de gérer les salariés, qui est hyper intéressant et qui est assez prometteur sur ce qu'on peut répliquer derrière. D'accord. Euh, Ensuite, sur quel impact va avoir l'IA sur les jobs, je pense que l'IA va potentiellement diminuer le temps de travail. Je pense Déjà, aussi. on l'oublie, on est en mode oh là là, on travaille énormément. Il faut quand même se rappeler qu'il y a quelques dizaines d'années, enfin il y a quelques siècles encore plus, mais ça dépend, bref. Mais on bossait quand même parfois beaucoup plus, Ouais, parfois moins. 44 heures, même Ça plus des dépend des fois. cas, mais dans l'histoire récente en tout cas, on travaillait plus. Mm. Et donc, différentes technologies, différentes choses nous ont permis de travailler moins. L'IA peut aussi avoir ce rôle-là. Et ceux qui disent, bah ok, ça remplace mon job, c'est pas bien parce que j'ai pas avoir le salaire, en fait, c'est une bonne chose. Il faut quand même se rappeler qu'un job à la base, le principe d'un job, c'est de résoudre un problème. Si jamais le problème peut être résolu, bah c'est cool, occupe-toi d'un autre problème. Des problèmes, je pense qu'on n'en manque pas en fait, hein. Mm. Entre l'écologie, les problèmes sociaux, les problèmes de santé mentale, Ouais, etc. bien Les sûr. problèmes, il y en a plein. Il y a des manques Ouais, d'effectifs partout dans la médecine, etc. C'est pas, enfin, pour moi, il faut pas se dire, oh là là, c'est une mauvaise chose, on va remplacer les médecins, on va remplacer les infirmières, mais il y a un problème de médecins et d'infirmières, on n'en a pas assez. Donc oui, c'est sûr, ça va c'est permettre de complètement combler les manques incohérent de ne pas d'effectifs. vouloir Mm. remplacer les jobs alors qu'on en manque. Bien sûr. Donc, oui, il y a va remplacer une partie des jobs. Il y en a d'autres qui vont être créés. Je pense, j'espère que ça remplacera plus de jobs que ça n'en créera. Moi aussi. Mais c'est une bonne chose. Faut arrêter de se dire que, ok, enfin, si jamais on n'a pas de job, ça veut dire que le problème est résolu. C'est cool. Ouais. Après, tu vois, c'est parce qu'on est encore dans l'ancien schéma de je vais travailler pour avoir un salaire, etc. Et je pense Mais que. c'est pas la bonne chose. Pour moi, tu vas Ouais, travailler pour résoudre un problème et tu te fais récompenser par rapport au problème que tu résous. Tu te fais pas récompenser parce que tu travailles. Tu te fais exactement. récompenser parce que tu résous un problème. Et parce que tu rapportes plus aussi à l'entreprise derrière. Mais. Aussi, mais quand tu c'est- vois c'est ton compte, c'est ouais, mais c'est parce que voilà, la valeur de ce que tu résous, voilà, t'es rémunéré par rapport à ce que tu résous, pas par rapport au temps de travail. Exactement. Et ça, il y a un truc que beaucoup de gens comprennent pas aujourd'hui, c'est qu'ils pensent, ils sont là en mode oui, aujourd'hui j'ai travaillé 7 heures sur mon business, c'est super, mais qu'est-ce que t'as fait, tu vois, pendant ces 7 heures? Il y a des mecs qui vont être des machines, qui vont peut-être faire plus en 2 heures que ce qu'on pourrait faire en 7. On Moi, tu vois, je parlait, et sais que. L'autre Meunier, il bosse allez, 2 heures par semaine. Ouais, voilà. C'est un monstre, hein, Ouais, il parce que fait 40 000 euros méga- par mois, je crois, non, un truc comme ça. ouais, même plus, c'est en full automatique. Full automatique, c'est Parce qu'il ça, crée des l'importance systèmes. de créer des Parce qu'il- systèmes voilà, automatisés. parce C'est la que preuve, c'est la et preuve. enfin, c'est hyper pertinent parce qu'il a délégué sa partie des tâches, etc. Et c'est hyper pertinent ce qu'il fait. Et ce qui est assez fou aussi, c'est de se dire que, ouais, aujourd'hui, bah, ça revient un petit peu au fait d'entreprendre jeune, tu vois. Mais t'as des jeunes, bah, comme nous, ou même d'autres personnes, tu vois, qui Ouais. arrivent à générer des salaires, des fois, que des personnes, genre 3 fois plus âgées, vont gagner en un an, tu vois. Et il y en a qui vont dire, oui, c'est pas juste, machin, mais aussi, il faut regarder la valeur qui est apportée à la société par rapport à ça. Et la puissance, En en fait, la fait, qui est méritocratie, offerte. c'est du bullshit. Si jamais on était vraiment dans une méritocratie, bah, ce serait du communisme, en fait. Ouais, Simplement. Le communisme est la meilleure forme de méritocratie. Tout le monde bosse, tout le monde est rémunéré de la même manière. Le communisme est de la méritocratie. ouais, Alors que. personnellement, je suis pas trop communiste, mais Mais moi non c'est. plus. Et c'est pour Ouais, ça que la méritocratie, en fait, le modèle capitaliste n'est pas méritocratique. Parce que tu es rémunéré par rapport à la valeur que tu apportes à la société. Après, ça Pas par dépend. rapport pas par rapport à ton temps de travail. Tu vois, ce qui est pas mal avec l'IA aujourd'hui, c'est que je pense que ça va débloquer des problèmes et ça va permettre aux gens aussi de se former pour moins cher. Je pense que tu vois, les grandes écoles comme HEC, les écoles de commerce, bah en fait, comme que ce soit l'IA, que ce soit le métaverse ou des choses comme ça, il y a des outils, même de la formation en ligne, tu vois, la puissance de la scalabilité d'Internet. Avant, ta formation, tu devais la faire, je sais pas, devant une classe de 30 élèves. Maintenant, tu peux faire une vidéo, la diffuser devant 300 000 personnes, tu vois.
Et du L'IA coup, ça veut augmente. dire qu'on réduit les coûts. Oui, en plus, on peut même entraîner une IA, on peut entraîner un chatbot en tant que prof d'HEC à qui tu peux poser des questions, etc. sur des programmes. C'est super puissant. Et ce qui est permis, du coup, par la scalabilité d'Internet, c'est à partir d'une seule et même personne d'apporter beaucoup plus de valeur au monde. Exactement. Et c'est comme tu dis, tu vois, t'es pas payé pour le temps de travail, t'es payé parce que tu résous un problème. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je pense que si tu gagnes 100 000 euros par mois et que t'arnaques pas les gens, bien sûr, avec des formations depuis Dubaï où Ça tu tient vends des, pas, ce carnac des qui faux ne tiennent chiffres, pas, c'est tout. mais comme on disait, voilà, c'est des gens qui durent en général pas très longtemps. Bah aujourd'hui, les personnes qui gagnent autant d'argent, elles le méritent. Et c'est pour ça aussi, bah, d'ailleurs, que bah, moi je fais du business en ligne. Je pense toi aussi, du business en ligne, que tu crées une audience, c'est que tu. Aussi pour avoir un impact, pour aider les Un gens, max de valeur. mais aussi pour On- profiter de la scalabilité d'Internet qui Bah, c'est n'était ça. pas possible pour nos Et parents, tu surtout, vois. simplement, on n'aurait pas pu entreprendre en vrai alors que tu as 15, 16, 17 ans, c'est Voilà. quasiment possible. Avant de découvrir le business en ligne, etc., j'étais en mode, bah ok, je vais faire comme mes parents, je vais attendre, enfin, je vais faire mes études, je vais attendre mes 25, 30 ans, prendre un job pour voir comment ça se passe, ensuite créer une ESN, etc., et suivre le modèle. Ok, ouais. Ok, bah tu commences à vraiment taffer à 30 ans, et c'est un modèle qui prend du temps, etc. Mais bon, c'est aujourd'hui, justement, ça ouvre des portes, ça permet de faire beaucoup plus de choses. Et je vois autour de moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, ceux qui font le plus de chiffres, ceux qui font le plus de ventes, qui ont le plus de clients, bah, c'est ceux qui ont généralement les personnes les plus, enfin, les clients les plus satisfaits. Oui, bah Il y oui, a c'est aussi les une personnes question de qui bouche à apportent le plus de oreille, une valeur question au de monde. réputation, etc. Bah, Donc, surtout qu'aujourd'hui, tu vois, tu peux mettre en place des systèmes d'affiliation. Alors, je sais que ça peut être décrié parce qu'il y en a qui font ça pour faire du MLM, tu vois. Mais si tu as une formation qui est qualitative, que tu as des bons avis, bah, en fait, c'est intéressant aussi de dire à tes clients, bah, tiens, si tu veux recommander la formation à quelqu'un et que, parce que tu l'as bien aimé, tu prends une com dessus, tu vois, et c'est normal aussi. C'est un peu un travail de marketing et ouais, de vente. Mais, j'ai même pas vu, j'ai même pas pensé que ça pouvait être ah, vu t'avais comme pas du pensé en MLM. mode affi? Ouais, moi, Si, si, au j'ai. mode affiche, si, mais j'ai même pas pensé que ça pouvait être. Pour moi, c'est une évidence en fait. C'est Ouais. juste, ok, bah même, enfin, ok, c'est cool, j'en parle à mon pote, et bah tant mieux si je peux prendre un petit billet, et enfin voilà, Mm. c'est ok. Bah, souvent, c'est pour les motiver parce que quelqu'un qui va être, comment dire, tu vas lui dire quelque chose, il va être, ah oui, je suis d'accord, mais il va pas le faire, tu vois, derrière. Ah, Et là, l'argent, c'est toujours un petit peu la motivation, mais c'est des gens qui vont pas recommander la formation pour l'argent parce que tu vas pas recommander de la merde à ton pote pour faire de l'argent, pour tu 100 vois. balles, voilà, c'est C'est pas. normal, tu vois. C'est clair. Donc, ouais, je sais plus. On va passer au sujet suivant parce que je sais plus trop où j'en étais. J'ai du mal à suivre le fil des discussions. Bah, en fait, oui, on part dans des discussions sur différents sujets, on divague, mais c'est intéressant du coup. Ouais. Euh, ok, du coup, comme on parlait du fait d'entreprendre jeune, d'entreprendre avec Internet, il y a aussi des mouvements qui se développent. C'est tout ce qui tourne autour du mouvement FIRE aussi, qui est popularisé par Internet. Le mouvement Fire. FIRE, c'est le fait Ah, en fait d'arrêter à 30 d'investir ans. en bourse, par exemple 300 euros par mois, et de dire à 45 ans, j'aurai un Ok. patrimoine qui me paiera Ouais. suffisamment de dividendes pour partir en retraite. Moi, perso, c'est un modèle où je suis plutôt contre. Toi, je sais pas, je voulais avoir ton avis là-dessus. Bah, en fait, tu fais quoi si tu bosses pas et si jamais tu crées pas de valeur, tu t'ennuies quoi. Enfin, c'est très vite, ok, tu vas Mm. t'amuser, tu vas aller à Bali, tu vas faire des trucs sympas. À part si t'as vraiment un objectif, genre, je pense à des personnes comme Ulysse Lubin, comme Tristan, j'ai oublié son de famille, mais qui crée du contenu, Tristan Defeuille Wang, voilà, Ouais. qui fait des challenges, etc. Ouais, il y a un vrai but dans ce cas-là, il y a un vrai but derrière de pouvoir faire des sports, faire des trucs sympas. Mm. Si t'arrêtes à 30 ans, est-ce que tu vas vraiment passer son temps de ta vie à faire ça? Bah, J'y crois pas trop, quoi. moi après je pense aussi que tu vois le travail va un peu se transformer et que bah, du coup l'IA va aussi nous libérer plus de temps pour avoir des loisirs et pour aussi prendre de la ressource mentale, bon, pour rester Et quand même gérer sur le d'autres sujet. problèmes. En fait, les problèmes sont toujours là. Le principe, c'est de résoudre les problèmes. Et c'est ça qui apporte de la valeur, c'est ça qui nous Ouais, stimule, c'est ça qu'on aime. ouais c'est ça. Attends, j'ai dit un truc, mais j'ai zappé. Oui. Du coup, moi, mon avis par rapport au mouvement FIRE, tu vois, et au fait d'investir jeune, et comme tu dis, bah, on peut rapidement s'ennuyer parce qu'en fait, ne pas travailler, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme le goal d'être en retraite, et ils arrivent en retraite, et au final, ils disent mince, je fais quoi? Tu vois? Et en fait, moi, je pense que le plus intéressant déjà, c'est d'utiliser en fait son argent plutôt que de l'investir dans, par exemple, de la bourse, des choses comme ça, ou même si peut-être que sur 15, 20, 30 ans, tu pourras t'enrichir et peut-être faire ce que tu veux après. Utiliser cet argent-là en fait pour construire le job que tu as envie de te construire, tu vois. Ah, Et je suis pas en fait un forcément travail d'accord là. passion, tu vois. Par exemple là, en fait, bah, indirectement, on est en train de travailler, tu vois, en faisant ce podcast, mais pourtant on n'a pas l'impression de travailler, tu vois. C'est une discussion, c'est sympa. Et en fait, je trouve, enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est plus d'investir en soi, d'investir dans ses connaissances, d'investir dans ses compétences et de travailler pour, Ouais, ce qui donnera derrière un beaucoup plus gros retour sur investissement que si tout simplement tu ça investis dépend de tes 300 euros en objectifs. bourse. Honnêtement, là-dessus, je suis pas forcément d'accord. Ça Ah dépend ouais. vraiment de tes objectifs. Déjà, bah, tu peux pas forcément tout réinvestir. Tu as une notion de Oui, sécurité. bien sûr. Je sais que par exemple, je compte aussi, enfin, perso, c'est l'immobilier dans lequel je compte justement Mm. développer une partie de mon Ouais. patrimoine là-dedans en termes de sécurité. Parce que la sécurité te permet aussi de prendre plus de risques, de faire plus de choses qui t'amusent, enfin, qui te font plaisir, etc. Donc, je suis pas forcément d'accord. Non, investir, ça peut aussi être un moyen justement de te protéger, de
construire l'avenir, etc., sans avoir besoin potentiellement de travailler 3 heures de plus tous les soirs en plus de ton job. Mais toi, c'est parce que tu as déjà une activité qui est en place. Mais imagine quelqu'un aujourd'hui qui. Ah, mais qui t'es débute, salarié, qui- imagine, bah t'as pas envie. Ok, si jamais tu fais. Enfin, si t'as pas envie forcément de passer 3 heures tous les soirs à te fatiguer, à pas voir ta famille, à devoir faire uniquement de travailler sans être sûr d'avoir des résultats. Au moins, t'investis en bourse, bon, bah tu serres un minimum à la ceinture et tu sais que dans tant de temps, à peu près, bah tu seras beaucoup plus tranquille. Tu pourras peut-être lâcher ton job pour avoir, je sais pas, 3 ans pour lancer ton business et tu seras plus confortable. Donc, et t'auras le temps de passer toujours du temps avec ta famille, etc. Donc, ça dépend vraiment des objectifs. Ouais, mais après, moi perso, je trouve que le marché, tu vois, il est quand même en train de bouger très vite. Aujourd'hui, le business en ligne, c'est plus concurrentiel qu'en 2019. Alors, je dis pas, Ouais, mais c'est toujours ouvert, tu vois. t'as toujours T'as plein de toujours domaines, des t'as toujours plein opportunités, mais c'est plus d'opportunités, dur. t'as plus d'opportunités que jamais. Le Et nombre, ça continue d'augmenter. Donc, moi, je pense que d'ici quelques années, tu vois, les opportunités, elles vont être développées, elles vont être décuplées par l'IA, mais que ouais. peut-être que 2030-2035, l'entrepreneuriat en ligne sera beaucoup plus dur parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est un Il y truc qui est aura d'autres tendance, formes c'est un truc qui est à la d'entrepreneuriat. mode. Et en fait, plus ça va être à la mode, plus des gens vont se lancer. Alors forcément, il y en a qu'une partie. D'ailleurs, ça c'est assez intéressant. Il y a des gens qui se disent entrepreneurs, qui mettent entrepreneur dans leur bio, qui disent qu'ils ont, je sais pas, une agence SMMA, des choses comme ça, et qui derrière ne font rien, ont aucun client, des fois truquent leurs résultats, tu vois, pour se donner une image d'entrepreneur, ce qui est pas du tout ma vision en tout cas pour mon cas, et qui apporte entre guillemets aucune valeur et qui sont juste là pour flex. Mais je pense qu'en fait, ce fait de rendre l'entrepreneuriat cool, tu vois, ça va faire un peu comme le rap, où avant c'était un truc niché, maintenant ça devient un truc mainstream. Ouais. Et en fait, derrière, bah, il va y avoir de plus en plus de concurrence. Et ouais, je dis pas qu'aujourd'hui, enfin qu'avant c'était facile de percer dans le rap, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, même dans le rap, c'est plus dur. Il faut avoir des codes, il faut utiliser déjà les Ah, dernières mais tendances, t'as utiliser plus TikTok d'audience. et faire de T'as l'audience. plus d'audience. Donc, Mm. enfin, le rap, c'est pas. La métaphore au départ était bien, mais là, là-dessus, je suis pas d'accord Ouais. parce que le fait de rendre le rap mainstream, ça aussi augmenter le nombre d'auditeurs. Donc, t'as beaucoup Oui. plus de gens qui peuvent percer. Donc, ça joue aussi. Oui, mais d'un Mais autre côté, sur ouais, l'entrepreneuriat, oui, je suis d'accord. t'as pas Après, forcément. faut quand même se rappeler que tu avais déjà 200, 300 000 entreprises qui étaient créées chaque année, déjà il y a 10, 20, 30 ans. Aujourd'hui, c'est 1 million quand même, à Oui, peu près. il y en a plus. Mais Plus, ouais. déjà, on entend plus parler. Mais du coup, la proportion de gens qui ratent, pour moi, elle change pas. C'est pas parce que tu as plus de gens qui créent que la proportion va augmenter. Enfin, elle peut augmenter, mais tu as aussi plus de gens qui réussissent, du coup. Ouais, et puis il y a toujours un truc avec les stats de l'échec, tu vois, c'est qu'il y a des gens qui pensent que oui, 3 quarts des entreprises ferment, je sais pas, 2 ans après leur ouverture. En Donc ce plus, qu'ils disent pas, je plus. connais pas les chiffres exacts, mais c'est assez élevé. En fait, ce qu'on dit jamais, c'est que déjà, il y a les gens qui ferment leur entreprise pour en créer une autre, parce qu'ils avaient une micro qui passe en SAS, en SASU, en SARL, etc. Faut le dire, c'est risqué. Entreprendre, tu peux Oui, rater, il n'y a pas de souci. c'est Enfin, risqué, c'est mais pas grave de rater. aujourd'hui, avec Internet, on a quand même bien réduit les risques. C'est-à-dire que tu peux lancer un business en parallèle de ton travail, tu peux faire un peu de freelancing, tu peux commencer comme ça. Ça dépend Et- de tes objectifs. Si tu veux Oui. créer une licorne, par exemple, tu as énormément de chances de rater. Et c'est Oui, ok. si tu veux créer une licorne, mais moi je suis pas forcément, tu vois, en mode promotion du modèle startup, mais plus en mode. Enfin, moi, tu vois, je me vois vraiment solopreneur et je me vois pas forcément créer une boîte Ok. tout de suite, tu vois. Je Parce pense que que d'ici un c'est an beaucoup ou moins deux, je risqué. créerai un SaaS, tu vois, peut-être C'est pour avec ça un qu'il y a pas mal de gens associé, qui se lancent là-dedans et que c'est beaucoup moins risqué. Ça te permet de t'assurer assez vite un salaire pas mais très mal. décent, ouais. Voilà, ouais, mais c'est plus dur quand même que tu le penses. Enfin, il y a pas mal de gens qui n'y Oui, arrivent mais pas parce qu'ils savent pas comment faire, ils savent pas comment trouver leurs clients et finalement ils repassent en modèle salarié d'où qui est plus l'importance d'investir confortable. en soi et de aussi t'entourer des bonnes personnes. Ah, mais ça prend du temps, c'est de la discipline. Franchement, c'est plus compliqué qu'on le pense. Être solopreneur, aujourd'hui, c'est un modèle qui est très à la mode, qui est encore plus à la mode qu'entrepreneuriat parce qu'on est en mode, oui, il y a moins de risques, tu bosses de chez toi, tu vas à Bali, etc. Mais Bali, je suis pas forcément d'accord, c'est vrai sur le oui, sujet, mais. c'est cliché, c'est cliché, le c'est cliché. voilà. Mais c'est quand même plus dur que ce qu'on pense déjà le soloprenariat. Oui, c'est quand même du travail. Mais... Voilà, on sous-estime parce qu'il y a le biais du survivant aussi, on voit que ceux qui réussissent. Mais, et surtout, en fait, ça dépend des objectifs de chacun. Ouais. Il y en a qui veulent ce type d'objectif. Perso, par exemple, c'est pas du tout mon cas. Ouais, Je toi, veux tu vises construire plus un start-up. empire à plusieurs milliards. Ok, ouais. Donc, j'aurais pas le choix que de passer par différentes phases, justement, où je devrais Ouais. prendre plus de risques. Mm. Après, il y a différentes choses, justement, que je mets en place pour limiter les risques, etc. Mm. Enfin, pour les réduire, etc. Mais il n'y a pas de meilleur modèle, en fait. C'est juste que ça dépend de chacun, ça dépend de tes objectifs de vie, ça Ta dépend de ce vision. que tu veux construire. Est-ce que tu as une famille, est-ce que tu as des proches, etc. Et t'as pas de meilleur modèle. Faut pas dire que tiens, tel modèle est meilleur parce que t'as tel avantage, parce que ça te correspond mieux à toi. Bah non. C'est beaucoup plus large Bah, en fait. En fait, oui, pour moi, ça dépend aussi de la personne. Mais je pense, tu vois, il y a un peu trois types de psychologie par rapport à ça. T'as les gens qui vont vouloir rester salariés parce que pour eux, c'est la sécurité de l'emploi et ils veulent en gros pas trop se prendre la tête à créer une boîte. Ah, Les mais y a gens pas de qui souci, vont être ça peut sur un aussi être modèle. une bonne Oui, non, chose, en c'est fait. pas un problème. Enfin, après, moi, je sais que je le vivrais très très mal, tu vois, mais c'est personnel. Ouais, mais ça dépend de Après, chacun. C'est très critiqué le Il salariat. et y a beaucoup de gens, tu vois, qui sont quand même pas bien dans leur job, qui trouvent qu'ils gagnent pas assez, etc. Et après, Ouais. du coup, tu peux basculer quand même sur un modèle solopreneur si c'est dans tes ambitions, si t'es prêt à faire le travail Faut aussi faire gagner gaffe. plus d'argent. Faut et aussi faire gaffe à pas, voilà, de pas avoir une vision idéalisée du soloprenariat qui du coup nous fait pas aimer notre job alors qu'en vrai Oui. ça nous convient bien.
Et la Alors, vision, l'entrepreneuriat, c'est du la travail vision dans sur tous les les cas. réseaux du soloprenariat n'est pas la bonne. Elle l'est pour une minorité, mais déjà Ouais. une minorité qui travaille beaucoup plus que ce qui monte sur les réseaux, souvent. Oui, forcément, tu vois toujours la vitrine, mais tu vois jamais l'arrière-boutique, quoi. Ah oui, mais les gens s'en rendent pas forcément compte. Alors, en fait, c'est bien de vendre du rêve, justement, c'est le mieux, c'est qu'on entend un peu parler, mais qu'on parle aussi. Ou, ok, moi je suis ok de vendre du rêve, de décevoir des gens, ça permet à une partie d'entre eux de se lancer, de au moins tenter d'accomplir leur rêve. Mm. Et je suis d'accord avec cette vision, mais faut aussi, d'ailleurs, j'en parle aussi, c'est le dire que, ouais, la majorité est potentiellement ratée, la majorité, enfin, c'est plus dur, il y a beaucoup de travail, Mm. et il faut être ok avec ça. Et ok, c'est cool de faire rêver, Après, ça dépend mais du business aussi, tu vois. Il y a des petits business. Bah là, je pensais au process Adobe Stock, tu vois. C'est le genre ça de prend quand truc. même un peu de temps à mettre en place, faut te Oui, former, etc. Il y a la d'accord, gestion, mais il y c'est a des trucs relativement auxquels- simple, tu vois, par rapport à. Oui, Tu vois, je suis le d'accord. ratio temps-argent et effort fourni est quand même extrêmement profitable, tu Oui, vois. mais en moyenne, enfin, la majorité des gens vont pas gagner autant. Bah, ça dépend s'ils le mettent en place ou pas. Et encore une fois, ce Même qui s'ils le mettent en différencie, c'est place, le tu as passage plus à l'action, tu d'expérience vois. sur les IA, tu sais mieux comment prompter mid-journée, comment Même automatiser, pas, etc. les prompts, tu les fournis, tu vois. Genre, mettons, tu suis une méthode, t'as les prompts qui sont fournis, t'as juste à Ok, bah dans ce copier-coller, cas-là, tu si vois. tu fournis une méthode, que tu as 200 personnes qui font pareil, ça marche, ça ne changera plus. Bah, C'est ça pas un peut marcher marché sur qui- 200 personnes. Ça peut pas marcher sur 10 000. Voilà, mais sur c'est 200 pas un personnes. marché qui peut augmenter à une taille infinie. Ouais, mais c'est aussi un marché qui augmente quand même, tu vois. Il y a de plus en À plus de quel contenu point en ligne. Après, Justement, quand tu peux générer des images si facilement, à quel point est-ce que les gens sont prêts à acheter les images? Ça va. Enfin, forcément, ok, oui, il y en a. Et c'est pour ça que ce business fonctionne. Mais il fonctionnera pas déjà très longtemps et il fonctionnera pas sur énormément de gens. Donc, forcément, tu peux pas non plus le répliquer à l'infini et c'est différentes choses. Donc, bah, après, pour avoir bossé, tu vois, en stage dans une boîte, on utilisait Adobe Stock et jamais ça nous a l'idée d'utiliser une IA à la place parce qu'en fait, c'est aussi peu cher, tu vois, c'était pour à la combien de personne. temps? Donc, après, oui, c'est une question de temps, mais c'était une boîte qui était assez ouverte sur l'IA. D'ailleurs, j'avais formé les employés à Midjourney, tu vois. Ok. Mais même en faisant ça, c'était plus pour le produit, tu vois, essayer de voir comment on peut bah, déjà designer des produits, avoir des idées, mais aussi pour illustrer le produit. Bah, en fait, c'était mais- pour de l'e-com, tu vois. Mais Je suis d'accord, mais simplement, c'est une question d'offre et de demande. Plus oui, t'as d'offres, plus le prix baisse. oui, c'est toujours comme ça. Mais après, forcément, c'est un petit peu pareil pour tous les business. Ouais, Mais bien sûr. c'est- moi, je suis quand même convaincu que le marché, en tout cas, a plusieurs années devant lui sur ce petit business, mais ça reste un truc très niché, tu vois. Bah, il est 44, donc on va clôturer ce podcast. Juste avant de finir, on va faire comme dans tous les épisodes où il y aura des invités. Je vais te demander de me citer deux choses. Donc, premièrement, un livre qui t'a inspiré pour lancer ton business, et pas forcément sur l'IA d'ailleurs. Et Ok. après, du coup, une IA que tu as découvert assez récemment et qui, comment dire, t'a vraiment inspiré. Enfin, pas inspiré, donc qui t'a plutôt. Bah, tu t'es dit, ah ouais, ça existe, tu vois, et qui t'a un peu bluffé, tu vois, où tu te dis, ouais, ça peut être utile. Même si c'est niché, tu vois. Ok. L'IA, je suis en train de voir. J'en ai pas une, enfin, il y a une qui m'a vraiment, enfin, qui Ça peut être deux ou me trois, hein, mindfuck, mais mais- qui est pas liée au business, mais bon, bref. Déjà, le livre, bah, c'est celui dont je parle souvent dans les podcasts, Ouais. c'est Community, un livre qui a un peu changé ma vie, dans le sens qui a changé ma vision de la vie en tout cas, et de pas mal de choses, qui m'a fait énormément réfléchir à pas mal de sujets sur la question de la liberté, la question de la démocratie, enfin, de la politique, etc. Qui allie vraiment. L'histoire est pas exceptionnelle, elle Ouais. est pas C'est de exceptionnelle. la fiction ou c'est de la. C'est de la fiction, c'est de la science-fiction, mais l'univers qui est construit est vraiment excellent et fait énormément réfléchir. Donc c'est Community, écrit par Luna Joyce, qui a été récompensé par un prix Werber d'ailleurs, Ok. qui est un livre vraiment très très bon pour réfléchir. Et une IA qui du coup, enfin c'est pas une IA, c'est pas vraiment une IA, mais il y a différentes choses. Je vais en parler de deux. La Vas-y. première, c'est tous les trucs qu'on a pu voir avec OpenAI, où simplement tu avais une Oui. sorte de jeu où tu avais différentes personnalités, finalement qui étaient créées avec de l'IA, qui interagissaient entre elles. Mais ça, c'est Mm. vieux, ça a déjà quelques mois. Oui, mais oui. maintenant, récemment, enfin, on a été Comme un capable jeu de créer. vidéo, c'est ça, non? C'était pas le jeu vidéo où les gens ils interagissaient Si, entre c'est eux. ça. Ouais. Et récemment, on a encore fait Ça, un c'est truc cool. où on a créé un peu l'équivalent, sauf qu'une sorte de boîte de jeux vidéo où ces IA interagissaient entre elles Ok. pour leur demander de créer des jeux. On peut leur demander littéralement de créer n'importe quel jeu. Ok. C'est différent du coup de personnalités et ça ouvre du coup de nouvelles possibilités de réflexion sur les processus pour créer des choses grâce à l'IA. Ok. Et surtout, ça peut être intéressant de voir si on peut pas demander à ces IA de recréer leur équivalent sous forme de jeu. C'est assez Et fou. de ça, créer une ça boucle. serait fou. Bah oui, mais c'est génial en De termes de faire une mise en simulation. abîme d'IA en fait. Exactement, et je trouve ça C'est complètement monstrueux, génial. c'est monstrueux. Je trouve ça complètement génial. Et le deuxième, c'est pareil, c'est un peu de temps, mais c'est qui me mindfuck sur les possibilités, parce que c'est du coup sur le jeu vidéo. Parce Ouais. que c'est un domaine qui est assez technologique, donc forcément qui évolue plus vite, mais il y a d'autres trucs similaires qui vont arriver un peu partout. Ouais. Le fait que on est capable de donner une conscience à tous les PNJ, donc les PNJ, c'est les Oui. personnages non joueurs, Ouais. et donc de littéralement faire vivre un univers sans joueurs, d'avoir des joueurs. discussions avec n'importe qui, d'avoir des interactions sur une personne qui vont finalement avoir un impact sur une autre personne qu'on connaît Ouais, pas. c'est sûr que qui l'IA vont- dans le jeu etc. vidéo, surtout dans les C'est- open c'est world. génial, ça mais va sur les être open monstrueux. world,
ça va devenir vraiment un open world et pas uniquement un monde qui tourne autour de nous dans lequel OK. bah, on joue un peu, mais en fait tout est déjà prévu de base. Alors Dac. que là, ça va être un monde vivant dans lequel on va évoluer et finalement tu peux relancer une partie à l'infini parce que chaque petite décision que tu vas faire va changer des choses, etc. Oui, oui. Et je trouve ça tellement génial En dans fait, les tu peux jouer au même possibilités que jeu ça ouvre. plusieurs fois, avoir la même Mais chose. c'est ça. Et en fait, Pas l'IA, la ça même va chose. permettre de personnaliser tellement l'expérience de chaque personne. Et c'est pareil, c'est le cas en jeu vidéo parce que c'est divertissement que ça vient plus vite. Mais ce sera le cas aussi dans le business, aussi dans le Oui, cas bah dans oui. la prospection, etc. Tu vois, moi je pensais Je trouve ça plus quand je complètement parlais dingue. d'IA que tu recommanderais, c'est plus une IA, tu vois, que les gens pourraient appliquer dans leur business, tu vois, et peut-être voir un truc. Je sais, mais j'en ai pas comme ça. T'en as pas comme ça, ouais. Bah, après, euh, ça peut être des trucs aussi pour la vie perso, tu vois. Moi, par exemple, Ouais, bah, l'IA que je voulais recommander, du coup, je vais le dire maintenant, c'est Endel. C'est une application en fait qui, je sais pas si tu connais, ouais, bien ça sûr. tourne avec de l'IA. En fait, ça fait des sons, donc soit pour dormir, soit pour se concentrer, soit pour se relaxer, tout ça. Et c'est synchronisé donc quand même aux heures de réveil, aux heures de coucher, à la santé sur iPhone. Et bah, pour le coup, c'est pas une IA qui est forcément en mode business, fait Ouais, tel truc, génère X euros, je sais pas quoi. Mais bah, tu vois, typiquement, moi je suis quelqu'un, je t'avais dit, qui a de tendance assez stressé, tu vois, de base, même si bah, ça va de mieux en mieux, tu vois, sur ces derniers mois. Et aussi le fait que bah, je m'exprime aussi de mieux ouais. en mieux derrière, devant une caméra ou dans des formations, des choses comme ça. Et mais en fait, oui, c'est vrai que je me rends compte des fois, tu vois, bah, quand je suis stressé ou quoi, je mets ces sons-là. Et bah, je dis pas que c'est magique, tu vois, il n'y a pas d'outil magique, mais ça m'aide. Donc je pense que, ouais, pour être concentré, des choses comme ça, moi, l'IA que je recommanderais, ce serait Endel. Et Ok. du coup, je sais pas si tu as eu le temps de. Ouais, ouais. Un outil qui est pareil, qui est assez vieux, mais qui est Ouais. une dinguerie pour moi. Déjà, c'était une dinguerie à l'époque, mais ça l'est Ouais. toujours. C'est Wave. Je sais pas si tu Wave. connais. Ça me dit un truc. WAVE. Ouais, ça me dit un truc. Qui est vieux en plus, enfin, qui était déjà là en tout cas en janvier, etc. Ouais. Et qui en fait est une IA qui est un peu ton coach personnel, qui va te permettre de voilà, discuter avec une IA, par exemple, de tes problèmes d'émotion, Ok, ouais. etc. D'avoir finalement ton coach Un peu comme personnalisé. Replica, mais en tant que coach. Ouais, ouais, Ouais. Replica, on n'a pas parlé pendant le Replica, c'est un podcast, peu mais sombre, ouais. Ouais, c'est. je trouve ça génial aussi sur le principe. Enfin, génial dans le C'est mauvais flippant. sens, dans le sens où c'est Oui. fascinant à quel point l'humain, du coup, enfin, ça fait peur, mais c'est génial. Oui. Enfin, bref, c'est fascinant. Pour la faire très courte, c'est une IA qui finalement permettait à n'importe quel humain d'avoir une relation amoureuse avec une IA. Un Sauf peu. que le problème, c'est que bah, l'entreprise Replica a dû couper le fait que l'IA puisse dire qu'elle aimait, etc. Parce que bah, c'était pas ouf et qu'on lui a demandé de le couper. Sauf qu'ils ont reçu des menaces de mort, enfin, ils ont reçu des menaces d'attaque de la part des anciens utilisateurs qui avaient besoin, qui avaient du coup une vraie dépendance affective avec cette IA qui leur disait je t'aime et qui les menaçait de se suicider ou d'attaquer Replica si jamais ils remettaient pas l'IA avec laquelle ils avaient une relation. Et ça, typiquement, c'est le genre de choses qui, en fait, va être assez dangereuse. Mais après, C'est bon, ça. c'est comme d'habitude, Ah, faut essayer de chercher le comme les meilleur et camgirls, faut comme équilibrer, tous quoi. les trucs qui existent déjà. Mais Oui, bon, voilà, bref. après, c'est juste des dérives. Mais donc l'outil Wave qui permet d'avoir son coach personnalisé qui est adapté, qui connaît la situation, capable de donner des conseils enfin, en termes de gestion, etc. Permet juste de parler, par exemple, si on n'a Ok, pas de psy ou ce genre de choses. Donc c'est un outil complètement dingue, je trouve. ok. Et du coup, en livre, t'avais dit. Community de Community. Luna Joyce. Ok. Et du coup, moi, le livre que je recommanderais, bah, du coup, c'est plus un livre mindset business. Le livre, ça fait vraiment cliché, tu vois, mais genre, vraiment, j'ai l'impression que ça a changé ma vie. C'est mon premier. Enfin, c'est mon premier mentor en fait qui m'avait aidé du coup au moment où je lançais mon Ouais, business sur les VST donc dans le son qui m'avait recommandé et ça a vraiment changé mon mindset. C'est très connu mais c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. je me Et demandais si c'est t'allais le les dire. 13 lois, oui, enfin, moi, s'il y a un livre à lire dans votre vie, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. J'ai pas Parce kiffé qu'en perso. termes de mindset, ça va tellement vous changer les choses. Et en fait, comme d'habitude, les livres, il faut pas les lire, il faut les appliquer. C'est-à-dire que les choses qu'ils donnent, n'attendez pas le bon moment. Le fait de se construire un cerveau collectif ou tous des concepts comme ça, c'est des choses qui sont extrêmement puissantes et qui te permettent vraiment d'accélérer. Et bon, je pense qu'il y a quand même des gens qui l'ont déjà lu, qui vont regarder la vidéo, mais ceux qui l'ont pas lu, vraiment, allez l'acheter sur Amazon, en boutique ou je sais pas, mais trouvez-le et lisez-le et appliquez-le surtout parce que c'est vraiment une dinguerie. Voilà, donc bah, je pense que on arrive à la fin de ce podcast. Je sais pas si tu avais un dernier message à faire passer ou. Rappelez-vous une chose, l'IA vous augmente, mais commencez par investir en vous pour être capable de donner la meilleure version de vous-même dopée par l'IA. Donc voilà, merci Théo d'être venu dans cette émission. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aller suivre Théo sur LinkedIn, rejoindre Fria et si vous ne me suivez pas encore, me suivre sur Instagram, rejoindre les emails des précurseurs pour ne rien rater sur l'IA et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Salut! Salut. J'espère que ce podcast t'a plu. Je voulais juste te rappeler que tu peux récupérer la fiche avec les recommandations des invités qui sera mis à jour dans la description via le premier lien. Et je te dis à bientôt pour un prochain podcast.